Dans ce module, on va revoir les notions fondamentales associées aux probabilités et aux ensembles, de façon à s'assurer que même si c'est majoritairement des connaissances que vous avez déjà vues dans votre cursus d'ingénieur, que tout le monde parte sur le même pied, de façon à ce qu'on puisse bâtir là-dessus et présenter les concepts propres à la théorie de la fiabilité des structures et systèmes. Donc, référence pour ce chapitre-là, c'est le livre Probabilistic Machine Learning for Civil Engineers. Donc, chapitre 3. Donc, tout d'abord, théorie de la probabilité, pourquoi? Donc, une référence, ou plutôt une bonne citation par rapport à ça, c'est Laplace qui dit que la théorie des probabilités n'est au fond que le bon sens réduit au calcul. Et c'est cette interprétation-là qu'on va utiliser tout au cours du cours. Okay? Donc ici, la théorie des probabilités, pourquoi? Est-ce que c'est pour décrire des phénomènes qui sont intrinsèquement aléatoires? Par exemple, si on regarde ici une pièce de monnaie. Donc si on s'imagine, on veut faire un lancer, on va obtenir soit pile, soit face. Est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèquement aléatoire? Okay? En réalité, il y a peu de phénomènes qui sont intrinsèquement aléatoires. Okay? Et le lancer d'une pièce de monnaie en est pas une. Si on regarde par exemple ici, on peut venir construire des dispositifs qui peuvent venir lancer des pièces de façon prédictible. Okay? On peut venir on peut venir prédire quel va être le résultat si on est en mesure de contrôler quelle est la position initiale, la vélocité initiale, l'accélération relationnelle de notre pièce, eh bien, on peut venir prédire quel va être le résultat du lancer. Donc ici, pour revenir à notre exemple initial, le lancer d'une pièce de monnaie, ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèquement aléatoire, mais au contraire, c'est quelque chose pour lequel, comme on ne connaît pas exactement les conditions initiales de notre lancer, on n'est pas en mesure de venir prédire le résultat. Mais ici, ce qu'il faut voir, c'est que cette incertitude est liée à l'état de notre connaissance plutôt que quelque chose qui est intrinsèquement aléatoire. Et donc, en pratique, du moins dans le contexte de l'ingénierie, il y a très peu de phénomènes qui vont être intrinsèquement aléatoires. Et la majorité des incertitudes auxquelles on va faire face sont liées à un manque de connaissances. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser les probabilités de façon à venir représenter notre connaissance, par le fait même, notre absence ou notre manque de connaissance. Et cette représentation des incertitudes pour la connaissance est ce qu'on appelle des incertitudes de source ou de type épistémique, liées à notre connaissance. Donc, par exemple, ici, on a un barrage, et si on regarde à un point donné, dans l'espace et dans le temps, bien, on peut se dire que le module élastique vient représenter la rigidité du matériau, mais ne va pas varier. Okay? On pourrait le représenter par une variable aléatoire, mais cette variable aléatoire-là ne représente pas la variation ou la variabilité du module élastique. Il vient plutôt représenter l'incertitude quant à notre connaissance par rapport à quelle est la valeur exacte de ce module élastique. Donc, on ne connaît pas exactement la valeur du module élastique, cependant, on vient utiliser une variable aléatoire de façon à représenter quelles sont les valeurs possibles. Donc, on écrit notre incertitude par des probabilités. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est le moins on en sait par rapport à un phénomène, le plus on devrait utiliser les notions de probabilité de façon à venir vraiment considérer l'incertitude qu'il peut y avoir dans les diverses réalisations, soit au niveau de la sollicitation ou de la résistance de notre structure. Donc, qu'est-ce qui utilise les probabilités? Dans la vie de tous les jours, c'est plus ou moins la vie de tous les jours, mais par exemple, si on veut lancer une fusée, si on veut faire des applications de robotique, si on parle présentement des voitures autonomes, si on a des assistants électroniques, par exemple, qui viennent comprendre ce que vous dites et traduire ça en texte, ou même des recherches sur Internet qui viennent prédire la suite de votre recherche, eh bien, toutes ces applications-là sont des applications qui intrinsèquement reposent sur les notions de probabilité. Et ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que si pour toutes ces applications qu'on voit fonctionner en pratique, bien, ça marche bien, mais ça va marcher bien également pour nous avec la fiabilité des structures. Okay? On va se reposer sur les mêmes bases. Donc, le plan de ce module de révision, ça va être quoi? Voir quelles sont les notions associées aux ensembles. On va venir généraliser ça à quelles sont les probabilités pour des ensembles. Ensuite, on va venir voir le concept de variable aléatoire, donc dans le cas univarié. Variable aléatoire
dans le contexte multivarié. Ensuite, on va venir voir certaines propriétés, notamment liées à l'espérance mathématique de variables aléatoires. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si on a g qui est une fonction de variable aléatoire? Donc, la sortie de la fonction, comme l'entrée est aléatoire, la sortie va être aléatoire également. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et finalement, dans la première partie, ici, on va gérer des fonctions qui sont linéaires. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on fait si on a des fonctions qui sont non linéaires. Donc ça, c'est notre premier module ici, où je vais venir revoir avec vous les notions fondamentales de probabilité et ensemble, de façon à s'assurer que tout le monde parte sur le même pied. OK, donc première partie, les ensembles. C'est quoi un ensemble? Quels sont des exemples dans le domaine de l'ingénierie? Et finalement, quelles sont les règles élémentaires qui sont valides pour les ensembles? Donc, en termes de définition, un ensemble, c'est quoi? Ça va être un regroupement d'éléments ou d'événements. Mais là, on vient de déplacer le problème. Qu'est-ce qu'un événement? Qu'est-ce qu'un événement? On va revenir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'un univers ou mon espace d'échantillonnage? Je vais décrire ça par ma lettre calligraphique S qui représente un ensemble. Donc, ça va être l'ensemble de résultats possibles. Donc, la totalité des résultats possibles. Et celui-ci peut être continu ou discret, fini ou infini. Donc, dans le cas continu, ça pourrait être les réalisations possibles entre 0 et 1. Il y a une infinité de réalisations possibles entre 0 et 1. Donc, tous les espaces qui sont continus vont être intrinsèquement infinis. De l'autre côté, on pourrait avoir un ensemble discret, 0, 1, 2, 3. Donc, ce serait un ensemble fini, ou de 0 à l'infini. Donc, un ensemble qui serait discret, mais infini. Donc, un événement élémentaire, petit x, ça va être un seul élément qui appartient à mon espace d'échantillonnage S. Donc, un événement, ça va être quoi? Ça va être qui va être décrit par une lettre majuscule. Ça va être un ensemble d'événements élémentaires. Et donc, on peut dire qu'un événement, c'est un sous-ensemble où est égal à S, c'est-à-dire mon espace d'échantillonnage. Donc, E égale à S, ça veut dire que ça va être un événement certain. Donc, l'événement, c'est l'ensemble de mon espace d'échantillonnage. Mon événement, c'est l'ensemble vide. Ça représente un événement qui ne peut pas se produire, qui est impossible, parce que mon événement n'appartient pas à mon espace d'échantillonnage. Si je mets une barre au-dessus de mon événement, je vais représenter le complément de celui-ci. Donc, et tout ça, on peut venir représenter ça sur ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Donc, la boîte extérieure, ça va être S, mon espace d'échantillonnage. Donc, chaque point qui sont représentés ici peuvent être des événements élémentaires. Je peux avoir ici en bleu un certain événement qui est un regroupement ou un ensemble d'événements élémentaires. Et le complément de cet événement-là, ça va être tous les événements qui sont ou tous les éléments élémentaires qui sont dans mon espace d'échantillonnage, mais qui ne sont pas dans ma partie en bleu ici. Donc, toute la partie qui est en blanche qui appartient à mon espace d'échantillonnage. Donc, si on vient mettre ça en pratique, donc, premier exemple, si on veut venir décrire l'état d'une structure après un séisme. Donc, la réalité, on sait que c'est un continuum, qui va de aucun dégât à un effondrement total. Donc, ça serait pour décrire mon espace d'échantillonnage qui serait intrinsèquement continu. Donc, si on veut venir faire une abstraction, une simplification par rapport à la réalité, je pourrais venir représenter ça de manière discrète. Je peux venir dire que mes dégâts appartiennent à certaines catégories, allant de aucun dégât, léger dégât, important dégât et finalement effondrement de ma structure. Donc, où S, mon espace d'échantillonnage, je peux venir résumer ça par AD, aucun dégât, LD, ID et EF pour effondrement. Donc, je pourrais venir dire que si ça, c'est mon ensemble de 4 valeurs possibles, mon espace d'échantillonnage S, je peux venir décrire un premier événement. Donc, je dis que mon premier événement, ça va être quoi? Ça va être soit AD, aucun dégât, ou léger dégât. Je pourrais venir décrire ce premier événement-là. Un deuxième événement qui pourrait contenir un seul événement élémentaire, c'est-à-dire l'effondrement. Donc, je peux venir manipuler ça ensuite pour dire, OK, moi, je veux le complément de E1. Donc, ce sont tous les événements qui sont dans mon espace d'échantillonnage, mais qui n'appartiennent pas à 1, c'est-à-dire dégâts importants et effondrement. De l'autre côté, si je veux le complément de E2, mais ça va être tout ce qui est ici et qui n'est pas l'effondrement, c'est-à-dire AD, LD et ID. Je pense que vous comprenez le concept. Donc, regardons un autre
exemple qui, cette fois-ci, est directement lié au concept de fiabilité des structures et systèmes. Donc, on va regarder la défaillance d'une composante en traction. Donc, j'ai une barre ici qui est sollicitée par une force F et qui a une résistance R. Donc, la sollicitation appartient au réel positif, qui est une quantité continue, et la résistance appartient également au réel positif, qui est continu. Donc, on parle positif parce qu'ici, on parle d'une charge de traction. Donc, mon espace d'échantillonnage va être défini dans les réels positifs en deux dimensions. Parce que j'ai une dimension pour la sollicitation, je vais avoir une dimension pour la résistance. Donc, si on regarde ici, on peut venir représenter cet espace d'échantillonnage en deux dimensions sur le graphique ici. Sur l'axe horizontal, j'aurai la résistance de 0 à l'infini. Sur l'axe vertical, la sollicitation de 0 à l'infini. Donc ça ici, ça représente l'espace d'échantillonnage, du moins un sous-ensemble, parce que théoriquement, il serait infini. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que sur la diagonale ici, comme j'ai les mêmes échelles horizontales et verticales, la ligne diagonale en rose représente les valeurs pour lesquelles R est égal à S. La résistance de ma structure est égale à la sollicitation appliquée sur celle-ci. Donc ça veut dire quoi? Pour toutes les réalisations qui tombent dans ma partie hachurée en rose ici, je vais avoir la défaillance de ma barre. Pourquoi? Parce que la sollicitation, par exemple ici 30, est plus grand que la résistance. Donc, si j'applique une charge de 30 kN sur une barre qui peut en prendre 10, bien effectivement, je vais être dans mon domaine de défaillance. Et ça, c'est vrai pour tout ce qui est dans ma zone en rose ici. À l'inverse, pour tout ce qui est en dessous de ma diagonale, dans ma zone en blanc ici, j'aurai survie de ma barre parce que j'aurai une résistance, par exemple 30 kN, qui est plus grande que ma sollicitation appliquée de 10 kN. Donc, l'événement qui va décrire la défaillance d'une pièce ou d'un ouvrage va être lorsque la résistance est plus petite ou égale à la sollicitation. Donc ici, notez bien, on va inclure l'égalité dans la défaillance. On va venir également reformuler ça en disant que l'événement qui cause la défaillance, c'est lorsque la résistance moins la sollicitation va être plus petite ou égale à 0. Donc ce serait deux événements qui vont être équivalents. Donc dans le contexte de la fiabilité, on va toujours traiter cette défaillance comme étant R plus petit que S ou R moins S plus petit ou égal à 0. Donc maintenant, regardons quelles sont les opérations que l'on peut faire sur les événements. Donc soit un ensemble de N événements qui appartiennent à un espace d'échantillonnage. Donc on peut dire, je vais faire l'union de ces événements-là. C'est-à-dire, l'union, ce U ici, ce grand U, c'est l'équivalent de l'opération OU. Donc je veux qu'il y ait l'événement E1 ou l'événement E2. Ou les deux. Donc, par exemple, ici, ça pourrait être ou E1, ou E2, ou les deux qui arrivent en même temps. Donc, ça ici, c'est pour l'union. Donc, si j'avais E1 en rouge, E2 en vert, la représentation de E1 ou E2, ça va être tout ce qui est en bleu ici. Je peux faire, deuxième opération clé, l'intersection. C'est l'équivalent du « et ». Donc, si j'ai ce U à l'envers ou si j'ai simplement aucune représentation, aucun symbole, ça implicitement réfère à l'intersection. Ça veut dire je veux que les deux événements arrivent de façon simultanée. Donc, je vais avoir E1 et E2 qui arrivent. Donc, c'est la partie qui est en bleu ici. Donc, ça, c'est pas simplement valide pour deux événements. Ça pourrait être pour plusieurs événements. Donc, par exemple, ici, j'ai l'intersection de E1 et E3, l'intersection ici de E2, E3, l'intersection de E1, E2. Et ce que j'ai à partie centrale, c'est l'intersection d'à la fois E1, E2 et E3. Donc, les règles associées aux ensembles, ça veut dire si j'ai ici E1 union E2, mais c'est équivalent à dire c'est E2 union E1. Donc, l'ordre des opérations n'a pas d'importance. C'est la propriété ou la règle de commutativité. Donc, c'est la même chose pour l'union ou l'intersection. Ensuite, on a la règle d'associativité. Donc, si j'ai E1 union E2 entre parenthèses et je veux faire l'union avec E3, mais je peux venir changer l'ordre des parenthèses, ça ne fait pas de différence. Donc, si par exemple j'ai l'union pour un ensemble de N événements, mais je peux simplement représenter ça par l'union de I égale à 1 jusqu'à N de chacun de mes EI.
Donc, par exemple, ici, l'union de mes trois événements, c'est la partie qui est représentée en bleu ici, et l'ordre dans lequel je vais faire les opérations d'union n'a pas d'importance. Donc, c'est la même chose pour l'intersection. Je peux représenter l'intersection pour EI comme étant l'intersection pour chacun des EI de I égale à 1 jusqu'à N, qui va représenter ici l'événement simultané ou l'occurrence simultanée de tous mes événements. Donc, le OU, c'est n'importe quel des événements. Le et, c'est tous simultanés. Genre ma distributivité. Donc, si ici j'ai l'union de E2 et E3 et je veux faire l'intersection avec E1, bien ici je dois venir distribuer cette intersection à l'intérieur de ma parenthèse où j'ai mon union. Donc, ça veut dire que ça va être E1 intersection E2, union E1 intersection E3. Donc, on peut voir ça ici. Si on fait la partie à gauche, l'union de E2 et E3, donc si on vient regarder ici, donc ici j'ai mon E2 en vert, E3 en bleu. L'union de ces deux-là, ce serait tout ce qui est soit bleu, soit vert. Et si je veux faire intersection de tout ce qui est soit bleu, soit vert avec E1, il va bel et bien me rester la partie qui est en bleu ici. Si je veux le faire avec la partie qui est à droite, ou la formulation qui est à droite ici, je vais faire tout d'abord l'intersection de E1 et E2. Donc l'intersection du rouge et du vert, c'est la partie qu'on aurait ici. L'intersection de E1 et E3, c'est la partie qu'on va avoir ici. Et l'union de tout ça, ça va être bel et bien la partie qu'on a en bleu. Donc, notez que en termes de priorité, l'intersection a toujours priorité sur l'union. Sinon, si ce n'est pas le cas, il va falloir utiliser des parenthèses. Donc, comme je le disais ici, intersection priorité sur l'union, sinon, utilisez des parenthèses de façon à spécifier l'ordre des opérations. Donc, il y a plusieurs types d'événements spécifiques qui vont nous intéresser dans le contexte de la probabilité. Donc, on a encore notre ensemble de N événements qui appartiennent à notre espace d'échantillonnage. Donc, on va dire que ces événements-là sont mutuellement exclusifs, ME. Donc, si l'intersection de EI et EJ, c'est l'ensemble vide, donc il n'y a pas d'intersection entre mes événements pour tout I qui n'est pas égal à J. Donc, ça veut dire que, par exemple, j'ai mon espace d'échantillonnage, j'ai E1, E2, je n'ai pas d'intersection. Donc, l'intersection entre EI et EI, c'est l'ensemble vide, il n'y a pas de chevauchement, pour tout I qui n'est pas égal à J. C'est deux éléments qu'on va dire qui sont mutuellement exclusifs. C'est-à-dire, si c'est E1 qui arrive, mais comme il n'y a pas d'intersection, E2 ne peut pas arriver. Au contraire, si c'est E2 qui survient, bien E1 ne peut pas arriver, il n'y a pas d'intersection. On peut avoir des éléments qui sont, plutôt que mutuellement exclusifs, qui sont cette fois-ci collectivement exhaustifs, CE. Ça veut dire quoi? Nos événements sont collectivement exhaustifs si l'union de tous mes événements va conduire à S, mon espace d'échantillonnage. Donc ici, j'ai des éléments E1, E2, E3 et En. Si je fais l'union de ceux-ci, on peut voir que ici, je vais obtenir mon espace d'échantillonnage S. Et finalement, je peux dire que les événements sont ME-CE, c'est-à-dire mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs, si à la fois il n'y a pas d'intersection entre n'importe quelle paire d'événements et l'union sur tous ces événements-là va conduire à l'espace d'échantillonnage. Donc la différence entre ceci et ceci, c'est qu'ici on avait un chevauchement entre deux des événements, ici je n'ai aucun chevauchement. Okay? Et finalement, on peut noter aussi qu'un événement et son complément sont toujours intrinsèquement mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs. Dans le contexte de la probabilité, ou la fiabilité plutôt, on va venir utiliser la loi de Morgan. Okay? La loi de Morgan, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le complément des unions est égal à l'intersection des compléments. Donc mathématiquement, on dit le complément de l'union des événements EI va être égal à l'intersection des compléments de EI. Donc, de façon analogue, on peut dire que le complément des intersections va être égal à l'union des compléments. C'est-à-dire le complément de l'intersection des événements EI est égal à l'union des compléments de EI. Donc, si on met ça en pratique, ça veut dire quoi? Regardons à travers cet exemple-là. On a un point de départ, on a un point d'arrivée, et de façon à joindre le départ et l'arrivée, on a besoin de traverser une séquence de N ponts. Et là, on peut dire qu'on a un événement EI qui est le pont I n'est pas ouvert à la circulation. Donc, le pont I est fermé. Donc, on va avoir défaillance, c'est-à-dire on ne pourra pas joindre les points de départ et les points d'arrivée si on a l'union de mes événements EN. Ça veut dire que si E1
subvient, donc n'est pas ouvert, ou E2, ou E3, ou EN. OK? Donc, si n'importe quel ou plus d'un pont n'est pas ouvert, on ne pourra pas joindre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, si on vient reformuler ça avec la loi de Morgan, on peut dire que c'est équivalent à la survie. OK? La survie, ça va être quoi? Ça va être le complément de cette union-là, parce que ça, c'était ma défaillance. Donc, le complément de l'événement qui est la défaillance, ça va être la survie. Donc, si je prends le complément de ce que j'avais défini ici, ça va être, par la loi de Morgan, l'intersection du complément des événements. Donc, l'événement EI, c'était le pont n'est pas ouvert. Si je prends le complément de ces événements-là, c'est le pont est ouvert. Donc, de façon à traverser du point de départ au point d'arrivée, tous les ponts doivent être ouverts. Donc là aussi, j'ai mon événement E avec l'intersection. Donc ça, c'est ce que la loi de Morgan vient représenter. Donc, ce qu'on va utiliser dans le contexte de la fiabilité, c'est les notions de probabilité. On va commencer par une introduction. On va voir ensuite quels sont les axiomes et les règles élémentaires. Et finalement, on va regarder les concepts de probabilité conditionnelle et comment est-ce qu'on peut venir formaliser ça avec le théorème de Bayes. Donc, tout d'abord, commençons avec quelle est l'interprétation des probabilités. Donc, pour un événement EI, on va dire PR pour dénoter la probabilité de l'occurrence de cet événement-là. Donc, l'interprétation bayésienne de cette probabilité, ça va être une mesure de la vraisemblance de l'occurrence de l'événement EI par rapport à tous les autres événements dans mon espace d'échantillonnage. Donc, ça va dépendre, cette interprétation-là, de notre connaissance a priori. Ça va pouvoir changer lorsqu'on obtient une nouvelle information. Et c'est en opposition à l'interprétation fréquentiste qui vient supposer que la probabilité d'un événement, c'est une constante qui est déterministe, c'est-à-dire qui correspond à la limite lorsque mon nombre d'échantillons tend vers l'infini, du nombre de réalisations de cet événement-là sur le nombre d'essais qui ont été faits. Donc ici, dans le contexte du cours, on va toujours adopter cette interprétation bayésienne et c'est également ce qui est derrière toutes les applications de technologies avancées que vous voyez, mais ça repose toujours sur cette interprétation bayésienne où les points clés, c'est quoi? C'est que cette interprétation de la probabilité n'est pas une propriété intrinsèque de ce qu'on étudie, mais plutôt dépend de notre connaissance et donc peut évoluer dans le temps au fur et à mesure où on obtient de nouvelles connaissances. Dans le contexte de la fiabilité des structures, ce qu'il faut voir, c'est que la probabilité de défaillance ne va pas être une propriété intrinsèque de la structure. Elle va être plutôt une réflexion de notre connaissance de celle-ci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'obtiens de nouvelles informations qui me permettent de changer mon état de connaissance, eh bien, ça va également changer la probabilité de défaillance de ma structure. OK, regardons les axiomes fondamentaux. Donc, on a que la probabilité d'un événement va entre 0 et 1. Donc, pour l'ensemble vide, la probabilité, c'est 0 par définition. Pour mon espace d'échantillonnage, la probabilité, c'est toujours 1. Donc, je suis certain que l'événement qui va être quelque part dans mon espace d'échantillonnage, c'est un événement certain, c'est 1. Pour obtenir un événement qui est en dehors de de mon espace d'échantillonnage, ça va être 0. Donc, probabilité d'un événement certain, ça va être 1. Et on peut dire que si j'ai deux événements E1 et E2 qui sont mutuellement exclusifs, la probabilité de l'union de E1 et E2, ça va être la somme des probabilités de l'événement E1 plus la probabilité pour l'événement E2. Ça, c'est valide si les deux événements sont mutuellement exclusifs. Donc, j'ai mon événement E1, j'ai mon événement E2, j'ai pas d'intersection, donc les deux événements sont mutuellement exclusifs, donc c'est parfait. La probabilité pour E1 ou E2, c'est la somme des probabilités sur les deux événements. Donc, notez ici que la taille des représentations des événements E1 et E2 n'est pas nécessairement associée à la probabilité de ceux-ci. Okay? Donc ça, c'est simplement une représentation du diagramme de Venn, ne vient pas nécessairement être lié à la probabilité des événements. Donc, quelles sont les lois qui peuvent être dérivées à partir des axiomes fondamentaux? Donc, tout d'abord, on a la probabilité du complément. Donc ici, la probabilité du complément de E, ça va être 1 moins la probabilité de cet événement. Donc, la probabilité de l'ensemble vide, on peut dire que la probabilité de mon ensemble vide, ça va être 1 moins 1, parce que ici, le complément de mon ensemble vide, ça va être l'espace d'échantillonnage, qui est une probabilité de 1.
Donc, la probabilité de l'ensemble de vide, ça va bel et bien me donner 0. On peut venir généraliser la loi de l'addition, c'est-à-dire si je veux avoir la probabilité pour l'union de E1 et E2, mais ça va être la probabilité définie pour l'événement E1, plus la probabilité définie pour l'événement E2, moins la probabilité pour les deux événements qui arrivent de façon simultanée. Okay? Donc maintenant, on vient généraliser cette loi-là, mais cette fois-ci pour des événements E1 et E2 qui ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir la probabilité pour l'événement E1 plus la probabilité pour l'événement E2. Mais ce qu'on voit ici, c'est comme on a une intersection, on va venir compter en double la probabilité sur la partie qui se chevauche. Donc, c'est pour ça qu'on va venir retirer la probabilité pour l'événement conjoint E1, E2. Donc, regardons maintenant la loi d'inclusion-exclusion. On va venir généraliser ça, non pas à deux événements, mais plutôt à l'union d'un ensemble de n événements. Donc, ce qu'on va dire, c'est que la probabilité pour l'union de n événements, ça va être la somme des probabilités définies sur chacun de mes événements pris de façon individuelle, moins la sommation pour chacune des paires d'événements possibles, plus la sommation pour chacun des triplets, etc. Plus, moins, plus, moins, plus, moins. On vient toujours continuer comme ça jusqu'à arriver à l'ensemble de toutes les combinaisons possibles. Et ici, ce qu'on voit, c'est que la somme ici est prise 1 à 1 pour chacun des événements, moins la probabilité pour l'intersection pour deux événements. Ici, c'est simplement pour les i plus petits que j. Ça veut dire quoi? C'est que je vais prendre chacune des paires. Mais ici, je ne vais pas commencer à permuter les indices. Je vais compter chacune des paires une seule fois, peu importe quel est l'ordre. Parce que E1, E2, c'est la même chose que E2, E1. C'est la même chose pour les triplets ici. I plus petit que J plus petit que K, ça me permet de restreindre au fait que je vais prendre chacun des triplets une seule fois. Donc, par exemple, E1, E2, E3, mais je ne vais pas considérer E2, E1, E3, okay? Parce que c'est à fait la même intersection résultante. C'est ce que cette contrainte-là vient ajouter. Et de par la loi de Morgan, on peut dire que ceci, ça va être égal à 1 moins la probabilité de l'intersection des compléments de chacun de ces événements. Donc, si on vient simplifier ça, par exemple, pour n égale à 3, je vais avoir la probabilité pour E1 union E2 union E3 comme étant la somme des probabilités pour chacun des événements pris de façon individuelle, c'est mon premier terme ici, moins la sommation de chacun des termes possibles pris 2 à 2. Donc, j'ai la probabilité pour l'intersection de E1, E2, moins la probabilité de E1, E3, moins la probabilité de E2, E3. OK? Et donc, remarquez ici, par rapport à ça, je ne suis jamais venu prendre les termes de façon doublée. Il n'y a nulle part ici que j'ai E3, E1, parce qu'en fait, c'est la même chose E1, E3 ou E3, E1. Et finalement, je dois ici ajouter la probabilité de l'intersection des trois termes E1, E2, E3. Parfait. Donc ici, si on peut voir ici, pour ces termes-là, quand on a pris la probabilité, les parties qui sont à l'extérieur ont été comptées une seule fois. Les parties qu'on a à l'intérieur ici vont avoir été comptées 2 fois parce qu'on a l'intersection de 2 événements et la partie qui est à l'intérieur a été comptée 3 fois. Donc c'est pour ça qu'on doit faire cette succession d'addition et de soustraction de façon à s'assurer qu'on ne vient pas compter en double, en triple, en quadruple, en quintuple les probabilités définies sur les événements. Donc ici, cette loi d'inclusion-exclusion vient faire une sorte d'oscillation. C'est-à-dire que si on considère simplement les premiers termes qui sont la sommation des probabilités sur les événements eux-mêmes, on aura une borne supérieure pour la probabilité de l'union. Ensuite, si on vient retirer, on fait la sommation des premiers termes moins la sommation des deuxièmes, on va obtenir une borne inférieure par rapport à la probabilité réelle. Ensuite, on vient ajouter les termes 3 à 3, on a à nouveau une borne supérieure. Et on va venir osciller comme ça, de façon à converger à la valeur réelle. Donc, on va venir utiliser ça quand on va regarder à la probabilité des structures qui sont composées de composantes la probabilité de défaillance système pour un ensemble de composantes, où on va venir besoin d'avoir cette règle-là ici. Et ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'on a un grand nombre de composantes, on a un grand nombre de termes ici à calculer, mais on peut rapidement tronquer après un certain nombre de termes et on va venir avoir une borne soit supérieure ou inférieure qui est très très près de la valeur réelle. Donc en pratique, ce qu'on va voir, c'est que il devient difficile d'évaluer des probabilités conjointes pour un grand nombre de termes. Cependant, avec le nombre de termes qui augmente, la
contribution de ces probabilités-là vient qu'à diminuer. Donc, lorsqu'on a un très grand nombre de termes, ça va être une approximation raisonnable de tronquer cette approximation-là après un certain nombre de termes, soit par exemple ici 2 à 2, et on aura une erreur qui va être relativement limitée par rapport au développement complet. OK, regardons maintenant les concepts de probabilité conditionnelle. Quelle est la probabilité de l'événement E1 conditionnelle à l'occurrence de l'événement E2? Quelle est la probabilité qu'il y ait de la pluie conditionnellement à ce que je vois quelqu'un passer dans le couloir avec un parapluie? OK? On sait que les deux sont liés. Le fait de voir quelqu'un E2 se promener avec un parapluie, on sait que ça vient changer notre connaissance pour la probabilité qu'il y ait de la pluie à l'extérieur. Okay? Donc, on va venir utiliser ce concept de relation qui peut exister dans notre connaissance pour des événements. Donc, PR de E1 bar E2, ça va être la probabilité de l'événement E1 conditionnelle à la réalisation de mon événement E2. Donc, comment est-ce que l'occurrence de l'événement E2 vient modifier ma connaissance pour la probabilité de l'événement E1? Et par définition, on va venir définir cette probabilité conditionnelle comme étant le ratio entre la probabilité conjointe pour E1 et E2, donc l'occurrence simultanée des deux, divisé par la probabilité marginale pour mon événement E2 qui est arrivé. Et ici, mathématiquement, on voit que la probabilité de l'événement E2 ne peut pas être nulle parce qu'une division par 0, ça fait l'infini. Donc, on peut venir réorganiser ces termes-là de façon à dire que ma probabilité conjointe pour E1, E2 va être égale à ma probabilité conditionnelle fois ma probabilité marginale pour E2. Et je peux venir réécrire ça d'une autre forme en disant que c'est égal également à ma probabilité de E2 conditionnelle à 1 fois probabilité de 1. Les deux façons sont des façons admissibles d'écrire ma probabilité conjointe. Donc, à la fin, ma probabilité conjointe, ça va être la probabilité définie sur l'intersection de mes deux événements. Donc, si mes deux événements E1, E2 sont statistiquement indépendants, leur réalisation, c'est-à-dire E1, l'occurrence de E1 est statistiquement indépendante de l'occurrence de E2, bien, je peux dire que ma probabilité conditionnelle de E1 conditionnelle à E2 va être égale à ma probabilité de E1. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux venir représenter ma probabilité conjointe pour E1 et E2 comme étant le produit des probabilités marginales pour E1 et E2. Donc, dans le cas général, si on veut exprimer la probabilité conjointe pour un ensemble de n événements, on va utiliser ce qu'on appelle la dérivation en chaîne. C'est-à-dire, je vais venir fractionner cette représentation en un ensemble de produits de probabilités conditionnelles. Donc, par exemple, ici, je vais dire que cette probabilité conjointe pour E1 jusqu'à En, ça va être probabilité de E1 conditionnellement à E2 jusqu'à En fois ma probabilité conjointe de E2 jusqu'à En. Donc, on voit par rapport aux règles qu'on a vues précédemment que le produit de ces deux choses-là, ça me donne bel et bien ce qu'on a ici à gauche. Mais ce que je peux faire ici, c'est que je peux venir rebriser la partie que j'ai ici, donc probabilité de E2 à En, probabilité conjointe, en une autre probabilité conditionnelle. Donc, je veux dire ici, ça va être E2 conditionnel à E3 jusqu'à En fois probabilité de E3 jusqu'à En. Et je peux continuer cette factorisation de façon à obtenir ici n termes, parce que j'avais n événements dans mon ensemble, où dans ces n termes, j'ai n-1 de ceux-là qui sont des probabilités conditionnelles, et finalement, je termine par une probabilité marginale. Et notez ici que l'ordre dans lequel je fais cette factorisation n'a pas d'importance. Ça va changer la formulation, mais ça ne va pas changer le résultat, ou ça ne va pas changer ma représentation de ma probabilité conjointe. Donc, si on fait un exemple simple, avec n égale à 3, je vais exprimer ma probabilité conjointe pour les événements E1, E2 et E3. Je peux venir représenter ceci comme étant la probabilité de l'événement E1 conditionnel à E2 et E3, fois la probabilité de E2 conditionnel à E3, fois la probabilité de E3. Ou ici, la probabilité de E2 conditionnel à E3 fois la probabilité de E3, c'est ma probabilité conjointe pour E2 et E3. Si je vais multiplier ça ici, comme j'ai E2, E3 à droite, je vais obtenir bel et bien probabilité de E1, E2 et E3. OK. Donc, si on regarde maintenant les concepts de loi de probabilité totale, donc soit un événement A appartenant à mon espace d'échantillonnage S. Donc, A appartient à S. Et soit un ensemble d'événements E1 à En qui sont mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intersection entre ces événements E et
l'union de tous ces événements donne mon espace d'échantillonnage. Donc, je peux dire ici que si je veux obtenir la probabilité marginale de A, ou la probabilité de A, va être obtenue ici comme étant la sommation pour tous les événements I allant de 1 jusqu'à N, pour mes événements E ici, de ma probabilité conditionnelle de A conditionnelle à EI fois ma probabilité de EI. Donc, par exemple ici, si je viens représenter mes événements E ici, donc de E1 jusqu'à EN, ils sont mutuellement exclusifs, collectivement exhaustifs, et j'ai mon événement A qui simplement appartient à mon espace d'échantillonnage. Donc, si je veux obtenir ma probabilité de A, je peux venir obtenir ça ici en disant ça va être la sommation de probabilité conditionnelle de A, sachant EI, fois probabilité de EI, donc ma probabilité conjointe de A et EI, A et E2, A et E3, et je somme tout ça sur tous les événements que j'ai dans mon espace d'échantillonnage. Et ça, cette opération, c'est ce qu'on appelle la marginalisation. OK? Je viens retirer l'effet de certaines variables. Donc, regardons maintenant la loi de probabilité totale, si on vient continuer. Donc, si on veut venir formuler la loi de l'addition, donc je vais avoir la probabilité pour l'union de deux événements conditionnelle à l'occurrence d'un certain événement A. Donc ici, ça va venir être la même chose qu'on avait avant. Ça va être la probabilité de E1 conditionnel à A plus E2 conditionnel à A moins la probabilité de l'intersection de E1 et E2 conditionnelle à ce même événement A. J'ai la même chose pour la multiplication, probabilité de l'intersection E1, E2 conditionnel à A, mais c'est E1 conditionnel à E2 et A fois probabilité de E2 conditionnel à A. Et finalement, si je veux venir obtenir la probabilité de A conditionnel à B, bien ça ici, ça peut être factorisé à partir de la marginalisation, de dire c'est probabilité de A conditionnel à EI et B, fois probabilité de EI conditionnel à B, et je vais venir sommer pour tous les événements EI ici. Donc, où à chaque fois, le produit de ces deux termes-là, ça va me donner la probabilité conjointe de A et EI, et en sommant sur chacun des EI, je veux dire marginaliser son effet. Donc, regardons maintenant les notions de probabilité conditionnelle avec le théorème de Bayes. Donc, si on a encore un ensemble de n événements qui sont mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs, donc je peux dire que je peux venir formuler ma probabilité conjointe pour A et EI comme étant la probabilité de A conditionnelle à EI fois ma probabilité de EI. Et de façon équivalente, je peux venir formuler ça à l'envers en disant que cette probabilité conjointe peut également être formulée comme étant probabilité de EI conditionnelle à A fois ma probabilité de A. Et donc, ça, ici, j'ai cette égalité que je peux venir formuler. Donc ici, mon théorème de Bayes, c'est quoi? C'est simplement une réorganisation de ceci, en disant quelle est ma probabilité a posteriori, donc ce qui est à gauche du théorème de Bayes. Donc la probabilité pour l'événement de EI ayant observé A, ça va être égal à ce que j'ai ici. Donc à droite, ça va être ma vraisemblance. Quelle est la vraisemblance d'observer A, sachant une valeur ou l'occurrence de mon événement EI, fois ma probabilité a priori de EI sur ma probabilité de A, qui va être aussi ce qu'on va appeler une évidence ou une constante de normalisation, de façon à s'assurer que la probabilité des événements ici normalise à 1. Okay? Donc ça ici, c'est pour mon théorème de Bayes, qui est simplement une réorganisation des termes, où je viens exprimer ma probabilité conjointe pour A et EI de deux façons différentes. Et ce théorème de Bayes-là, en pratique, il va nous servir à quoi? De façon à voir comment est-ce qu'on peut, à partir d'informations obtenues pour un certain type d'événement, venir transformer cette information-là pour un autre type d'événement pour lesquels on connaît les probabilités conditionnelles. Donc, si on veut venir représenter ça de façon visuelle, donc si on veut venir exprimer la probabilité de l'événement EI sachant A, donc ça va donner la vraisemblance, la probabilité de A sachant EI, fois la probabilité de EI sur probabilité de A. Donc, si ici on regarde la probabilité de l'événement E1, donc probabilité de l'événement E1, ça va être l'intersection de E1 et A, ce qui représente mon numérateur ici, donc A et E1 fois probabilité de E1. Donc, probabilité de A sachant E1 fois probabilité de E1, c'est ce que j'ai ici. Donc, la probabilité est définie sur la moitié de cet événement A, divisé par la probabilité sur mon événement total. Okay? Donc, la constante de normalisation probabilité de A va être obtenue en faisant probabilité de A conditionnelle à E1 fois probabilité de E1, probabilité de A conditionnelle à E2 fois probabilité de E2. Comme il n'y a pas d'intersection entre A et E3 et E4, je n'ai pas besoin de les considérer.
Donc, mais il faut faire cette somme ou cette marginalisation sur tous les événements E possibles. Et typiquement, c'est ce qui rend cette probabilité ou cette constante de normalisation difficile à obtenir. Dans le cas discret, c'est relativement facile. Dans un cas continu, on va avoir une intégrale à faire et cette intégrale va souvent être dans un très grand nombre de dimensions. Et donc, c'est ce qui limite parfois l'application du théorème de Bayes. Ou du moins, c'est ce qui complexifie son application en pratique. OK, donc regardons un exemple de probabilité conditionnelle appliqué à un exemple d'ingénierie. Donc, soit un séisme où mon espace d'échantillonnage pour l'intensité du séisme est soit léger L, modéré M ou important I. Et on voit ici que ça ici, c'est des variables qui sont mutuellement exclusives, collectivement exhaustives. Donc, je ne peux pas avoir un séisme d'intensité à la fois importante et léger. Okay? C'est soit un ou l'autre. Et ces trois valeurs possibles représentent l'ensemble de mon espace d'échantillonnage. Et considérons une structure qui peut être dans l'un des deux états, endommagée ou pas endommagée. Donc, mon espace d'échantillonnage pour l'état, c'est endommagé ou pas endommagé, donc D ou complément de D. Donc, et on peut voir ici qu'on peut venir représenter ça sur un diagramme de Venn, comme j'ai mon espace d'échantillonnage pour mon intensité, j'ai mon intersection avec le dommage et l'absence de dommage. Et ce qu'on cherche ici, c'est quelle est la probabilité d'avoir du dommage, sachant les probabilités conditionnelles de dommage conditionnel à une intensité. Donc, la probabilité d'avoir du dommage conditionnel à une intensité légère, c'est 1%. Probabilité de dommage conditionnellement à une intensité modérée, c'est 10%. Et dommage conditionnellement à une intensité importante, c'est 60%. Et on voit ici, comme notre variable qui change est à droite de la condition, mais on n'a pas besoin de sommer à 1 pour la probabilité. De l'autre côté, si on regarde la probabilité pour mon intensité, donc léger, modéré ou important, donc léger 90%, modéré 8%, important 2%, la somme sur mon ensemble d'événements qui sont mutuellement exclusifs, collectivement exhaustifs, c'est-à-dire mon espace d'échantillonnage, doit être égal à 1. Donc 0.9 plus 0.8 plus 0.2, ça me donne bel et bien 1. Donc si je veux obtenir la probabilité d'avoir un dommage D, ça va être ces probabilités conditionnelles fois les probabilités marginales, et je vais sommer tout ça. C'est-à-dire mon probabilité de dommage considérant une intensité légère fois ma probabilité d'une intensité légère. Donc, ça veut dire 0.1 fois 0.9, plus 0.10 fois 0.8, plus 0.6 fois 0.2. Donc, c'est ce que ça me donnait ici. Ça me donnait comme résultat numérique 0,029. Donc, ça, c'est ma probabilité qui est due à un dommage, de façon absolue, si je ne sais pas quelle est l'intensité de mon tremblement de terre. Dans une deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est le problème inverse. De dire, si on observe des dommages sur une structure suite à un tremblement de terre, on veut venir inférer ou on veut venir calculer comment est-ce que cette information qui nous dit qu'il y a des dommages sur les structures vient modifier notre connaissance de quelle est l'intensité du tremblement de terre. Donc, regardez ici, avant, notre connaissance a priori de l'intensité, c'est 90% pour une intensité légère, 8% pour modérée, 2% pour importante. Donc maintenant, on veut faire comment est-ce que ces probabilités viennent être modifiées par le fait que j'observe des dommages sur ma structure. Donc ma probabilité d'intensité importante, sachant qu'il y a des dommages, ça va être égal à ma vraisemblance d'observer des dommages, sachant que mon intensité est élevée. Donc ça, c'est ma probabilité conditionnelle de dommage, sachant une intensité élevée, fois ma probabilité a priori pour une intensité élevée sur ma probabilité de dommage que j'avais calculée comme étant ma constante de normalisation. Donc ici, ça me donnait ce que j'avais 0.6 fois 2% sur mon 0.29 que j'ai calculé, 41%. Je fais la même chose pour l'intensité modérée. Donc tout ce qui vient changer ici, c'est ma probabilité a priori pour l'intensité modérée et ma probabilité conditionnelle. Donc ce qui me donnait 0.28 et pour des dommages qui sont, ou pour une intensité qui est léger, je vais avoir 31%. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'a priori, la probabilité d'avoir un séisme d'intensité importante, c'était 2%. Mais maintenant que j'ai observé
qu'il y a des dommages suite au tremblement de terre, ça vient changer ma connaissance. Et ce qui vient dominer, c'est maintenant, j'ai une probabilité de 41% que, en fait, le tremblement de terre avait une intensité qui était élevée. Okay? Pourquoi? Parce que la vraisemblance d'observer des dommages si l'intensité est élevée est beaucoup plus grande que si l'intensité est légère. OK. Donc maintenant, le concept clé qu'on va utiliser dans le contexte de la fiabilité des structures, c'est le concept de variable aléatoire. Donc, pour les variables aléatoires, on va regarder une petite introduction. On va regarder les deux types principaux, variable discrète, variable continue, et on va venir mettre ça en contexte de probabilité conditionnelle. Donc, une variable aléatoire, tout d'abord, c'est quoi? Okay, ça va être une représentation de notre espace d'échantillonnage sur, par exemple ici, une ligne. Donc, ce qu'on a ici, on avait représenté notre espace d'échantillonnage S sur un diagramme de Venn, mais je peux venir représenter l'ensemble de ces valeurs possibles sur un axe X. Où S, ça va être ici mon espace d'échantillonnage, mon événement E, ça va être un ensemble d'événements élémentaires, et une seule des valeurs X possibles, ça va être X, mon événement élémentaire. Donc, en termes de notation, X majuscule représente une variable aléatoire. Et X minuscule, c'est une réalisation possible. Ça veut dire quoi? Donc, X majuscule n'a pas de valeurs spécifiques qui sont prises. Okay? Il peut prendre une plage de valeurs possibles ou un ensemble de valeurs possibles où chacune de ces valeurs-là, la probabilité d'occurrence va être décrite soit par une fonction de masse, soit par une densité de probabilité qu'on va voir par la suite. Et petit x, ici, c'est une constante. Okay? C'est une des valeurs possibles que grand X peut prendre. Donc, la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne une valeur petit x va être décrite, comme on va le voir, par soit une fonction de masse, dans le cas discret, ou par une densité de probabilité, dans un cas continu. Donc, on va commencer par les variables aléatoires discrètes. Donc, celles-ci vont être décrites, ou du moins la probabilité d'occurrence de celles-ci, va être décrite par une fonction de masse, c'est-à-dire petit p, où on va mettre en indice grand X, qui est ma variable aléatoire, qui va être évaluée pour petit x. Okay? Donc ça ici, c'est l'équivalent à la probabilité que ma variable aléatoire grand X soit égale à une certaine valeur petit x. Par exemple, la probabilité que ma variable aléatoire soit égale à 2,62. Okay? Donc ça, c'est ce que ma probabilité de masse va me retourner. Donc les propriétés de ma fonction de masse, c'est que celle-ci est toujours définie entre 0 et 1, et la somme des valeurs de ma probabilité de masse pour toutes les valeurs possibles de x doit être égale à 1. Parce que le contenu de probabilité sur mon espace d'échantillonnage doit toujours être égal à 1. Donc, l'ensemble des valeurs possibles de x, dans un espace d'échantillonnage discret, constitue toujours un ensemble qui est mutuellement exclusif et collectivement exhaustif. C'est pour ça que la somme des probabilités sur mon espace d'échantillonnage doit toujours être égale à 1. Donc, regardons par exemple le cas d'endommagement d'une structure qu'on a vu précédemment. Donc, mon espace d'échantillonnage peut être soit j'ai aucun dégât, dégâts légers, dégâts importants ou effondrement. Mais on pourrait venir représenter ceci sur une ligne où léger dégât c'est 0, non, aucun dégât c'est 0, léger dégât 1, dégâts importants 2 et effondrement 3. Okay? Et donc, la hauteur de mes barres ici représente la probabilité pour chacun de ces événements-là, où ces probabilités-là sont toujours définies entre 0 et 1, et la somme de toutes ces probabilités-là doit être égale à 1, de façon à respecter que la probabilité pour mon espace d'échantillonnage est égale à 1. Et ici, par exemple, si je veux avoir les dommages légers ou importants, bien, ça va être les événements x entre 0 et 2, entre 1 et 2. OK, maintenant, si on étend ces mêmes concepts pour les variables aléatoires continues, maintenant, la probabilité de certaines valeurs va être décrite par une densité de probabilité, PDF. Okay? Donc, probability de l'anglais, Probability Density Function. Donc, la fonction de masse était représentée par petit p, donc qui fait référence intrinsèquement à x qui est discret. Maintenant que x est continu, donc ma variable aléatoire x, comme c'est continu, je vais le décrire son densité de probabilité par petit f. Qui est fonction de x, une valeur que je vais évaluer. Donc ici, une différence qu'on a par rapport au cas discret, c'est que maintenant on peut voir que la probabilité que ma variable aléatoire soit égale à une valeur spécifique, donc dans le cas continu, que ma variable aléatoire soit égale à 2,66, mais cette probabilité est nulle. Pourquoi? Parce que dans le cas continu, on a intrinsèquement une infinité de valeurs possibles. Donc la
la probabilité, ou plutôt la densité de probabilité, qu'une seule valeur ou une valeur spécifique survienne est nulle. Donc, on va toujours définir une probabilité dans le cas continu comme la probabilité que la variable aléatoire soit à l'intérieur d'un intervalle de largeur delta x. Okay? Donc, la probabilité que ma variable aléatoire x soit entre x et x plus delta x. Donc, c'est-à-dire le produit de f de x, ma densité de probabilité fois delta x, une tranche de largeur arbitraire. Donc, ici, on a une densité de probabilité où j'ai ma tranche delta x. Et donc, ici, cette densité de probabilité va toujours être plus grande ou égale à 0. Et l'intégrale sur cette densité de probabilité pour toutes les valeurs possibles doit être égale à 1. Regardons maintenant pour les densités de probabilité cumulatives et les fonctions de répartition. Donc, c'est deux façons équivalentes de représenter les mêmes choses. Donc, de l'anglais CDF, Cumulative Density Function. Donc, si je prends la lettre majuscule plutôt que la lettre minuscule, ça va venir représenter ma densité de probabilité cumulative, c'est-à-dire la probabilité que ma variable aléatoire x soit plus petite ou égale à une certaine valeur x minuscule. Donc, c'est-à-dire, dans le cas discret, la sommation sur toutes mes valeurs de x' qui sont plus petits ou égales à x pour ma fonction de masse. Ça, c'est dans le cas des variables discrètes. C'est-à-dire ici, si j'ai ma fonction de masse ici, qui décrit les probabilités pour chacune des réalisations 0, 1, 2 et 3, si je vais avoir ma densité de probabilité cumulative ou également fonction de répartition, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir sommer de façon récursive, de façon cumulative. Donc, la probabilité que x soit plus petit ou égal à 0, ça va être ma probabilité pour l'événement 0. Ensuite, probabilité cumulative pour 1, ça va être la probabilité de 0 plus probabilité pour 1. La probabilité cumulative pour 2, ça va être la somme des 3 précédentes ou ce que j'avais obtenu précédemment plus la probabilité pour l'événement 2. Et finalement, pour l'événement 3, ça va être la somme des 4 probabilités ici. Et comme ce sont des événements qui sont mutuellement exclusifs, collectivement exhaustifs, la probabilité cumulative pour le dernier des événements possibles va toujours être 1. Donc, si on fait la même chose pour le cas continu, les densités de probabilité cumulative, donc c'est encore la même chose. On va représenter ça par f majuscule de x, qui représente la probabilité que ma variable aléatoire soit plus petite ou égale à une certaine valeur x. Donc, dans le cas discret, on avait dit que ça va être la sommation de ma fonction de masse. Donc, dans le cas continu, ça va être plutôt qu'une sommation, ça va être une intégrale de la borne inférieure, ici moins l'infini, jusqu'aux valeurs x' que je veux évaluer. Donc, ça va donner quelque chose comme ceci, c'est-à-dire une fonction qui va être non décroissante, pour laquelle la borne inférieure pour x est à la borne inférieure va être 0, et la borne inférieure pour x qui prend sa borne supérieure va être égale à 1. Donc, dans tous les cas, si j'évalue à moins l'infini ma densité de probabilité cumulative, je vais avoir 0. À la borne supérieure, je vais avoir 1. OK, comment est-ce que je passe d'une densité de probabilité à une densité de probabilité cumulative? Pour les variables aléatoires continues, mon CDF va être égal à l'intégrale de mon PDF. C'est-à-dire que je peux dire que mon PDF, ma densité de probabilité, peut être obtenu en faisant la dérivée de ma densité de probabilité cumulative. Pour les variables aléatoires discrètes, c'est un peu analogue en disant que je peux obtenir ma fonction de masse en différenciant ma fonction de répartition pour deux valeurs consécutives. Donc, les densités de probabilité communes, on va les couvrir en détail au module 1. Okay? Je ne vais pas plus en détail ici, on va voir un peu la loi normale, mais toutes les densités de probabilité et les lois de probabilité vont être vues en détail dans le module 1. Donc, pour l'instant, la seule que je veux entrevoir avec vous, c'est la loi normale. Donc, pour la loi normale univariée, x, c'est une variable aléatoire qu'on va dire, avec ce tilde ici, ça représente, est distribuée selon une loi normale qui prend comme paramètre mu, la moyenne, et sigma, l'écart type. Donc, cette densité de probabilité, c'est Probability Density Function pour une variable aléatoire x. Donc, petit f de x, qui va être égal à 1 sur la racine de 2 pi sigma, exponentielle de moins 1/2, x moins mu, sa moyenne, divisé par l'écart type, tout ça au carré. Donc, si je regarde le CDF plutôt, la densité de probabilité cumulative, ça va être l'intégrale de ce que j'avais ici, de moins l'infini jusqu'à x.
Et donc, si on vient représenter graphiquement pour le cas où j'ai la moyenne égale à 1 et écart type égale à 1, on voit que ça fait une sorte de cloche ici, qui est centrée sur la moyenne, qui est ici égale à 1, et ici j'ai moyenne moins un écart type, moyenne plus un écart type, qui mon écart type est égal à 1. Donc, j'ai pour mon PDF, j'ai mon CDF ici. Donc, ce qui va se passer, ma moyenne va venir faire des translations horizontales, mon écart type va venir aplatir ou concentrer mon contenu d'information. Je ne vais pas plus en détail ici, on va revenir plus longuement là-dessus dans le module 1. Donc, regardons maintenant les probabilités conditionnelles et les variables aléatoires. Pour un événement E et une variable aléatoire X, la probabilité conditionnelle de mon événement E, sachant la réalisation de mon événement X, va être donnée par, donc ici, rappelez-vous, la probabilité conditionnelle de E1 sachant E2, c'est le ratio entre ma probabilité conjointe pour E1 et E2 sur probabilité de E2. C'est donc, on peut venir dire ici que la probabilité pour mon événement E, sachant que ma variable aléatoire X est égale à une certaine valeur, je peux venir modéliser ça comme la probabilité conjointe pour l'intersection de E et l'événement où ma variable aléatoire est égale à une certaine valeur, divisé par l'événement où la variable aléatoire est égale à une certaine valeur. Donc ça ici, si on veut venir écrire mathématiquement de façon complète. Mais on ne va jamais écrire tout ça. Donc on va faire certains raccourcis. Notamment, on ne va pas venir mettre ces brackets qui vont venir représenter l'événement. Okay? Donc ici, j'ai encore une fois la même chose. Et je peux venir briser ce que j'ai au numérateur ici, ma probabilité conjointe, comme étant le produit d'une probabilité conditionnelle, donc X sachant l'événement E, fois la probabilité a priori de mon événement E. Et donc, encore une fois, ça c'est la forme longue, on ne va jamais représenter ceci. On va plutôt dire la probabilité de l'événement E sachant que X est survenu, une certaine valeur, j'ai obtenu une certaine réalisation pour ma variable aléatoire, ça va être la vraisemblance de la valeur obtenue, sachant l'événement E, fois la probabilité de cet événement-là, divisé par la probabilité marginale pour ma réalisation de X que j'ai observée. Okay? Donc, si maintenant, on a X qui est une variable aléatoire discrète, je peux représenter la probabilité conditionnelle de E sachant la réalisation de X comme étant la probabilité de E sachant X. Ça va être la vraisemblance de X conditionnelle à E fois probabilité de E. Ou ici, ça va être une fonction de masse fois la probabilité d'un événement divisé par l'évaluation d'une fonction de masse. Si je veux faire l'inverse, je vais obtenir la probabilité de X, ma variable aléatoire, sachant un événement. Donc, je vais avoir ici une densité de probabilité de X sachant E pour toutes les valeurs de X possibles. Donc, qui va être la probabilité d'un événement conditionnel à une réalisation possible fois ma fonction de masse divisée par la probabilité de l'événement. Donc, si je fais la même chose pour les variables qui sont cette fois-ci continues, donc, si je veux exprimer la probabilité d'un événement sachant E, le résultat, ça va être une probabilité. Ce que je vais avoir au numérateur ici, ça va être une densité de probabilité, parce que X est maintenant continu, fois la probabilité de l'événement E, sur une densité de probabilité évaluée pour la valeur X que j'aurai observée. À l'inverse, si je veux ma probabilité pour X sachant E, comme X est continu, le résultat sera une densité de probabilité. Donc, j'aurai la probabilité pour l'événement E, ma connaissance a priori qui va être une densité de probabilité continue, et j'ai au dénominateur la probabilité marginale pour mon événement E. OK. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour les variables aléatoires, c'était pour des variables aléatoires qui sont univariées. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est on va venir généraliser ça au cas multivarié, parce que dans le contexte de la fiabilité des structures, on va regarder quelle est la probabilité d'occurrence conjointe d'avoir un certain niveau de charge pour, par exemple, un module élastique qui est dans la plage basse des valeurs possibles et une résistance en compression du béton qui est dans la plage haute. Okay? On veut regarder la probabilité conjointe pour l'occurrence de plusieurs événements. On va venir formaliser ça dans l'introduction. Ensuite, on va regarder les densités de probabilité conjointe et les probabilités conditionnelles pour des événements qui sont multivariés. Donc maintenant, on a X majuscule en gras. Gras, on fait référence à un vecteur de valeur. Dans le cas ici, un vecteur de variable aléatoire. Donc, quand on parle de vecteur, par définition, c'est toujours un vecteur colonne. Okay? Et ici, je vais avoir n événements dans ce vecteur colonne, qui est représenté de façon horizontale, mais dû au signe transposé, qui fait toujours référence à une colonne de valeur. Donc, X majuscule gras, ça va être un vecteur de valeur aléatoire. X minuscule gras, c'est un vecteur de réalisation possible. Okay?
Donc, x majuscule gras représente un vecteur de variable aléatoire décrivant l'occurrence simultanée de plusieurs phénomènes. Donc, regardons maintenant les densités de probabilité multivariées pour le cas discret. Donc, je vais avoir une fonction de masse multivariée qui représente ma probabilité que ma variable aléatoire 1 est égale à une certaine valeur x1, simultanément avec x2 est égal à une certaine valeur x2, simultanément avec xn égale à une valeur xn. Donc, cette fonction de masse conjointe va être à nouveau toujours égale entre 0 et 1. Et si je viens marginaliser ma fonction de masse conjointe, en venant par exemple sommer sur toutes les valeurs possibles par rapport à ma énième variable, eh bien, je vais venir retirer cette variable-là. Et je n'ai pas besoin nécessairement de sommer par rapport à la dernière variable. Je pourrais sommer par rapport à toutes les valeurs possibles pour ma variable x1. Je vais venir retirer la variable x1. C'est l'opération de marginalisation. Si je viens sommer sur toutes les valeurs possibles pour chacune de mes variables, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 1. Parce que toutes les valeurs de x possibles par rapport à toutes les dimensions, ce sont tous des éléments qui sont MECE, mutuellement exclusifs, collectivement exhaustifs. Si je fais la somme sur l'ensemble des valeurs possibles, bien, je dois trouver ma probabilité pour l'espace d'échantillonnage. Donc, ou probabilité de xi, ici, c'est ce qu'on va appeler une fonction de masse marginale. Marginale parce qu'il fait référence à une seule variable aléatoire. Donc, si on vient représenter ça par un exemple, imaginons qu'on a un cas en deux dimensions. Je vais avoir deux variables aléatoires discrètes, x1 et x2, où je fais l'hypothèse que x1 est statistiquement indépendant de x2. Donc, ce symbole ici vient représenter le symbole d'indépendance. Ça veut dire quoi, le symbole d'indépendance? Si j'obtiens des informations par rapport à x2, ça ne va pas changer ma connaissance par rapport à x1. À l'inverse, si j'obtenais des informations par rapport à x1, cela ne va pas venir changer ma connaissance par rapport à x2. Donc, regardons ici ma fonction de masse pour x1. Donc, la probabilité que x1 soit égal à 1, c'est 0,1. La probabilité que x1 soit égal à 2,5, x1 égal à 3,4. Okay? Ça va être ma probabilité de masse marginale pour x1. Ma probabilité de masse marginale pour x2, donc probabilité de x2 égale à 1,8, x2 égale à 2,15, x2 égale à 3,5. Dans tous les cas, si je somme ça, ça va me donner 1. Si je somme ça, ça va être égal à 1. Parce que toutes les valeurs de x1 sont mutuellement exclusives, collectivement exhaustives. Même chose pour x2. Donc, si je veux venir représenter ma probabilité de masse conjointe pour x1 et x2, comme les deux sont statistiquement indépendantes, je peux obtenir ça en faisant le produit des valeurs marginales ici pour chacune des probabilités. Donc, pour x1, c'est ce qu'on voit ici en rouge. La fonction de masse est représentée par la hauteur des barres que je vois ici. Donc, pour 1 ici, 0,1, 0,5 et 0,4. Pour x2, j'ai 0,8 pour égal à 1, 0,15 et 0,05. Okay? Donc, ça, c'est ce qui est représenté sur les faces verticales. Maintenant, ce qu'on voit sur les barres ici, c'est les fonctions de masse conjointes, obtenues en faisant, par exemple, ici, pour x1 égale à 1 et x2 égale à 3 ici. Donc, 0,1 fois 0,05. Donc, c'est ce qui est représenté ici. Et si on regarde en fonction de table, chacun des résultats que vous voyez ici, ce sont les produits des valeurs correspondantes pour mes probabilités marginales pour chacune de mes variables. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on peut réobtenir à partir de cette fonction de masse conjointe mes probabilités marginales en sommant. Si par exemple ici, pour x1 est égal à 1, je viens sommer pour toutes les valeurs possibles de x2, c'est-à-dire x2 égale à 1, x2 égale à 2, x2 égale à 3, je vais obtenir mes probabilités marginales. Ici, qui est égal à 0,1, je retombe bel et bien sur mon 0,1. Si pour x1 est égal à 2, je viens sommer pour toutes les valeurs de x2, je vais obtenir mon 0,5 ici. Pour x1 égale à 3, je vais obtenir mon 0,4 par là. Donc ça, c'est l'opération de marginalisation. OK, donc si on regarde ces densités de probabilité conjointes, mais cette fois-ci pour le cas continu, donc on va venir définir la probabilité dans l'espace continu comme étant ma densité de probabilité conjointe pour un vecteur de variable aléatoire fois delta x, une taille de voisinage arbitraire, c'est-à-dire la probabilité que ma variable x1 soit entre x1 et x1 plus delta x1, intersection avec tous mes espaces jusqu'à xn, qui est contenu entre xn et xn plus delta xn. Donc, spécificité ici, pour une variable qui va être continue, ma densité de probabilité peut être plus grand que 1. Okay? Si on vient formuler ça dans le cas univarié, donc imaginons qu'on avait
une variable qui est uniformément distribuée dans l'intervalle allant de 0 à 1. Je sais que l'intégrale de ma densité de probabilité sur l'ensemble des valeurs possibles doit être égale à 1. Donc, si j'ai une variable qui est uniformément distribuée dans l'intervalle 0 et 0,5, si je veux que l'intégrale sur cet intervalle-là soit égale à 1, je dois avoir une hauteur pour ma densité de probabilité uniforme qui va être égale, par exemple, ici à 2. Donc, ma densité de probabilité peut être plus grande que 1 parce qu'on n'interprète pas ici la densité de probabilité pour une valeur spécifique, mais plutôt pour un ensemble delta. Et de façon à satisfaire le critère que l'intégrale sur l'ensemble de mes valeurs possibles doit être égale à 1, il est possible que ma densité de probabilité soit plus grande que 1. On avait la marginalisation pour le cas discret à l'aide d'une sommation. On a maintenant la marginalisation pour le cas continu à l'aide d'une intégrale. Donc, si par exemple, je viens intégrer par rapport à la nème variable, eh bien, je vais venir retirer cette variable de ma densité de probabilité conjointe. Donc, je n'ai pas besoin d'intégrer par rapport à la dernière variable. Je pourrais intégrer par rapport à n'importe quelle variable, ce serait équivalent. Si j'intègre par rapport à chacune des valeurs possibles pour toutes les variables aléatoires définissant ma densité de probabilité conjointe, eh bien, je vais obtenir ici 1, OK, par rapport à la contenue de probabilité sur l'ensemble de mon espace d'échantillonnage va être égal à 1. Donc, ou ici, mon f de xi par rapport à une seule variable, ça va être ce qu'on va appeler ma densité de probabilité marginale, c'est-à-dire par rapport à une seule variable aléatoire. Donc, regardons maintenant de façon brève la loi normale bivariée, de façon à juste donner une ordre d'idée de quoi ça a l'air. On va venir revoir ça en détail dans le module 1. Donc, ma densité de probabilité pour deux variables aléatoires x1 et x2, ça va être égal à la formulation que vous voyez ici. Donc, on ne va pas entrer en détail, on va juste faire un survol. J'ai ma partie ici qui est liée à ma variable x1, ma variable x2, et ici qui vient gérer ma dépendance entre x1 et x2. Donc, j'ai 5 paramètres dans cette densité de probabilité bivariée. Je vais avoir les moyennes respectives de chacune de mes variables, les écarts-types respectifs et mon ρ, mon coefficient de corrélation. Donc, si on regarde de façon visuelle que font ces paramètres-là, donc je vais venir paramétrer cette loi normale multivariée, dans ce cas-ci bivariée, en disant x suit une distribution qui est normale, paramétrée par son vecteur de valeur moyenne mu et sa matrice de covariance sigma. Mon vecteur de valeur moyenne, ce sont les moyennes respectives de chacune de mes variables. Ma matrice de covariance va être bâtie comme ceci. Sur la diagonale principale, j'aurai les variances respectives de mes variables aléatoires, c'est-à-dire le carré de mes écarts-types. Sur les termes hors diagonaux, j'aurai mes termes de covariance qui sont définis comme le produit de mon coefficient de corrélation fois les écarts-types respectifs de mes deux variables correspondantes. Donc, pour un cas pratique où j'ai les moyennes de 0 ici et écart-type pour 1 de 2 d'unité et mon écart-type pour x2 qui était de 1, un coefficient de corrélation de 0,6, voilà de quoi aurait l'air ma densité de probabilité conjointe. Donc, ce qu'on voit ici à gauche et à droite, ce sont deux représentations de la même quantité. Okay? Donc, ici, c'est comme une carte topographique de la surface qui est représentée ici. Et ce qu'on voit représenté sur les plans verticaux, ce vont être les densités de probabilité marginale pour x1, densité de probabilité marginale pour x2. Et ce qu'on voit ici à la surface, c'est ma densité de probabilité conjointe qui décrit la densité de probabilité pour l'occurrence simultanée à la fois de x1 et x2. Donc, ce qu'on peut voir ici, sur cette même représentation, c'est qu'il y a des probabilités conjointes qui sont plus élevées pour l'occurrence simultanée de valeurs élevées de x1 et x2, plutôt que le contraire, de valeurs faible de x1 et élevé de x2. Donc ici, ça va être une corrélation qui est positive, qui est analogue avec mon coefficient de corrélation de 0,6. On va venir revoir ça lorsqu'on va parler d'espérance mathématique. OK, donc regardons maintenant le cas, encore une fois, continu, mais cette fois-ci pour les fonctions de répartition, c'est-à-dire les densités de probabilité cumulatives. Donc, grand f de x représente ma probabilité que x plus petit ou égal à x1 plus petit ou égal, ma variable aléatoire soit plus petit ou égal à x1, intersection avec toutes mes variables aléatoires jusqu'à ma variable aléatoire xn qui soit plus petite ou égale à xn. Donc, ma densité de probabilité cumulative va entre 0 et 1. Si je viens évaluer ma densité de probabilité cumulative pour n'importe laquelle de mes variables aléatoires à sa borne inférieure, eh bien ça, c'est toujours égal à 0. Donc, je peux prendre n'importe quelle des variables. Si je viens l'évaluer à sa borne inférieure, le résultat pour cette densité de probabilité cumulative, ça va toujours être égal à 0. À l'inverse,
si je viens évaluer cette densité de probabilité cumulative à toutes les bornes supérieures, eh bien là, cette fois-ci, j'aurai 1. Donc, ma densité de probabilité cumulative me permet intrinsèquement de venir marginaliser. Okay, ça veut dire quoi? Si je viens évaluer ma densité de probabilité cumulative conjointe pour x1 et x2, j'ai évalué pour x2 est égal à l'infini. Mais ça, c'est équivalent à venir intégrer x2, c'est-à-dire je vais venir marginaliser son effet, je vais obtenir ma densité de probabilité cumulative pour x1. Donc ici, si je viens par exemple dans un cas multivarié, évaluer pour ici la variable xn égale à l'infini, je vais venir marginaliser xn. Donc, on a vu par définition, pour le cas univarié, mais ce qui est encore vrai pour le cas multivarié, que ma densité de probabilité cumulative, ça va être l'intégrale par rapport à chacune de mes variables, de la borne inférieure ici, moins l'infini, jusqu'à un vecteur de valeur de x1 et xn qui est défini dans mon vecteur x ici, pour ma densité de probabilité conjointe. Donc ici, de façon analogue, je peux venir dire que ma densité de probabilité va pouvoir venir être obtenue en faisant la dérivée de ma fonction de répartition. Donc ici, la dérivée de ma fonction de répartition, ici, il n'y a pas de dx. Donc la dérivée de ma fonction de répartition par rapport à chacune de mes variables aléatoires va me donner ma densité de probabilité conjointe. Donc si on regarde par rapport à la densité de probabilité cumulative bivariée pour deux variables aléatoires, donc ça va être égal à quoi? Ça va être à l'intégrale de ma borne inférieure jusqu'à x1, x2 pour ma densité de probabilité bivariée. Donc si ici on a le cas normal, donc on peut voir les mêmes paramètres qu'on avait précédemment pour mon PDF normal bivarié, on a maintenant pour le CDF. Donc ici, je vais avoir mon CDF. On voit en rouge, ça va être mon CDF marginal pour x1. En rouge ici, j'ai mon CDF marginal pour x2. Ce qu'on voit ici comme surface, c'est cette même surface-là qui est représentée à partir de contours. Donc ce qu'on va voir, on va revoir ça en détail au module 1, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que les paramètres de moyenne vont venir créer des translations x1 selon l'axe horizontal, x2 selon l'axe vertical. Les écartés vont venir jouer sur la pente de mon segment x1, la pente de mon segment x2, et mon coefficient de corrélation va venir jouer ici sur à quel point j'ai un bord qui est franc ici sur le coin. Donc, si on regarde par rapport aux probabilités conditionnelles dans le cas discret, donc on va dire que xi, ça va être une variable aléatoire discrète pour laquelle je peux venir exprimer ma probabilité de x1 et x2 comme étant la probabilité conditionnelle de x1 sachant x2 ou ayant observé x2 fois la probabilité conditionnelle ou la probabilité marginale, ou plutôt la probabilité marginale de mon événement x2. De façon équivalente, je peux venir représenter ça également comme étant ma probabilité de x2 sachant x1 fois ma probabilité marginale de x1. Donc, si je viens réorganiser ça comme je l'avais fait avec mon théorème de Bayes, je peux dire que ma probabilité de x1 sachant x2, donc ici, comme x1, c'est une fonction de masse, mais mon postérieur, ça va être une fonction de masse également. Ça va être ma vraisemblance de x2 fois ma connaissance a priori de x1, donc probabilité de masse a priori de x1, sur ma constante de normalisation, probabilité de masse pour x1. Donc, j'aurais pu faire la même chose en simplement permutant mes termes de façon à venir représenter quelle est ma probabilité de x2 sachant x1. Donc, comment est-ce qu'on fait un plutôt que l'autre? En fait, c'est simplement pour représenter si j'obtiens des informations pour une quantité, comment est-ce que je peux venir transférer cette connaissance-là pour une quantité sur une autre quantité d'intérêt, sachant les probabilités conditionnelles. Donc, on va venir mettre ça en application vers la fin du semestre, lorsqu'on va vouloir venir utiliser certaines observations empiriques de façon à venir mettre à jour notre connaissance pour quantifier les probabilités qui sont impliquées dans notre analyse de fiabilité. OK, regardons les probabilités conditionnelles dans le cas discret. Donc, si on fait l'hypothèse que x1 et x2 sont statistiquement indépendants, donc mon symbole pour l'indépendance statistique, on peut dire que la probabilité conditionnelle de x1 sachant x2 va être égale à la probabilité de x1. Okay? Parce que deux variables qui sont statistiquement indépendantes, on peut dire que observer x2 ne vient pas changer ma connaissance pour x1. Donc, la probabilité conditionnelle va être égale à la probabilité marginale. Donc, de la même façon, si j'ai un ensemble de variables aléatoires allant de x1 jusqu'à xn et toutes celles-ci sont statistiquement indépendantes. Ça veut dire quoi? Je peux obtenir ma densité de probabilité conjointe en faisant le produit, pas ma densité de probabilité, ma fonction de masse conjointe en faisant
le produit des fonctions de masse marginales. Donc, dans le cas général, les variables aléatoires, lorsqu'elles ne sont pas statistiquement indépendantes, qu'est-ce qu'on va venir faire? Utiliser la dérivation en chaîne, exactement la même chose qu'on a vu pour les événements. C'est-à-dire, si on vient simplifier ça, on peut venir représenter ma probabilité conjointe pour trois variables aléatoires discrètes comme étant ma probabilité conditionnelle de x1 sachant x2 et x3 fois probabilité de x2 conditionnelle à x3 fois probabilité de x3. Donc le produit de ces deux-là, ça me donne une probabilité de x2 et x3. Ici, j'ai x2 et x3 au cours de la conditionnelle. En faisant le produit de tout ça, j'obtiens bel et bien ma probabilité conjointe pour x1, x2 et x3. OK, donc là, on l'a vu pour le cas discret, mais c'est exactement la même chose pour le cas continu. Tout ce qu'on fait, c'est changer la notation. Au lieu d'utiliser petit p qui fait référence à une fonction de masse, on vient remplacer ça par petit f qui fait référence à une densité de probabilité. OK, regardons maintenant le concept associé à l'espérance mathématique de variables aléatoires. Donc ça ici, ça définit l'espérance mathématique. Donc, cette lettre calligraphique, espérance mathématique. Donc, la définition, qu'est-ce qu'une espérance mathématique? Comment est-ce qu'on peut venir généraliser ça au moment d'ordre M? Et comment est-ce que ça va venir définir des quantités d'intérêt pour nous? Notamment la variance et la covariance. Et finalement, on va venir synthétiser tout ça à l'aide d'une notation matricielle. Donc, tout d'abord, espérance mathématique, c'est quoi? En anglais, on appelle ça expected value. L'espérance mathématique, c'est par définition la somme pondérée de toutes les valeurs possibles pour une variable aléatoire. Donc, mathématiquement, dans le cas continu, l'espérance mathématique décrite par ce symbole E calligraphique, notez, l'espérance mathématique toujours définie pour une variable aléatoire. Une constante de l'espérance mathématique, mais c'est la constante elle-même, ça n'a pas vraiment de signification. Donc, l'espérance mathématique, toujours définie pour une variable aléatoire, qui va être égale à la pondération, c'est-à-dire ici l'intégrale sur l'ensemble des valeurs possibles, des valeurs que peut prendre la variable, fois sa densité de probabilité. Dans le cas discret, on va remplacer l'intégrale par une somme sur toutes les valeurs possibles de x, c'est-à-dire la somme pondérée des valeurs de x fois leur valeur de probabilité. Donc, l'espérance mathématique est une opération linéaire, ce qui nous permet d'évaluer l'opération des fonctions de variables aléatoires, c'est-à-dire ici, si je veux faire l'espérance mathématique pour une fonction d'un vecteur de variable aléatoire x, ça va être l'intégrale multivariée par rapport à chacune de mes variables dans mon vecteur x de g de x fois sa probabilité. Et donc ça va être très utile, on va utiliser ça plus tard de façon à calculer notre probabilité de défaillance. Donc, regardons maintenant la notion de moment et comment ça va venir nous amener à formuler les notions de vecteur de valeur moyenne et variance et covariance. Donc, on va définir un moment d'ordre m comme étant l'espérance mathématique de ma variable aléatoire x à la puissance m. Donc ici, l'espérance mathématique de x puissance m, ça va être égal à l'intégrale de moins l'infini à l'infini, donc sur l'ensemble de mes valeurs possibles, de une réalisation de x puissance m fois la densité de probabilité de ce x correspondant. Et je vais faire cette intégrale-là sur toutes les valeurs de x possibles. Donc, pour m est égal à 1, donc mon moment d'ordre 1, l'espérance mathématique de x, ça correspond à sa moyenne. Okay? Ou, si je veux faire une analogie avec les structures, ça va être le centre de masse de ma densité de probabilité ou de ma fonction de masse. Donc, imaginons que si je viens mettre à l'échelle soit ma fonction de masse, soit ma densité de probabilité, où est-ce que je devrais positionner cette densité de probabilité sur mon doigt si je veux maintenir celle-ci en équilibre? Okay? Ça va être le centre de gravité de ma densité de probabilité. Pour m égale à 2, je vais avoir l'espérance des carrés. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Ce qui va nous intéresser davantage, c'est maintenant la définition de moment centré d'ordre m. C'est-à-dire, plutôt que prendre l'espérance mathématique de x puissance m, je vais prendre l'espérance mathématique de x moins sa moyenne, c'est-à-dire son moment d'ordre 1, puissance m. Donc, cette fois-ci, ça va être l'espérance mathématique de tout ce que j'ai ici, ça va être l'intégrale de x moins mu x. Donc ici, petite erreur, ça devrait être x minuscule. Donc x moins mu x puissance m fois sa densité de probabilité. Donc pour m égale à 1, ça donne 0, ok, ça ne nous intéresse pas parce qu'on fait toujours x moins sa moyenne. Pour m égale à 2, c'est ça qui va nous intéresser. Donc l'espérance mathématique de x moins mu x au carré, ça va nous donner sigma x carré, ce qui représente la variance de ma variable aléatoire x. Donc, la variance est analogue au concept d'inertie dans le contexte d'une section transversale. Donc,
la moyenne représente le centre de gravité d'une section transversale. La variance représente l'inertie. Dans le contexte des structures, ça représente la dispersion de la matière autour de son centre de gravité. Donc, dans le cas d'une section transversale en structure, plus l'inertie est élevée, plus la matière est éloignée dans l'espace. C'est la même chose pour une densité de probabilité. Plus la variance est élevée, plus le contenu de probabilité est dispersé par rapport à la moyenne. Plus la variance est faible, plus le contenu de probabilité est concentré près de la moyenne. OK? Donc, en termes de variance, si on veut venir redéfinir ça, on avait dit que c'est le moment centré d'ordre 2, donc qui va être égal à, en termes symboliques, sigma x au carré, et ça, c'est ma variance pour ma variable aléatoire x. Je peux venir réécrire ça de façon équivalente comme étant l'espérance mathématique de x puissance 2 moins le carré de l'espérance mathématique de x. Donc ça, c'est une entité probabiliste qui peut nous être utile dans le développement de certains résultats. Donc, on va définir la variance de x, qui est la mesure de dispersion de ma densité de probabilité ou de ma fonction de masse. Et ça, c'est un concept qui est complètement analogue, comme je vous le disais précédemment, au concept de l'inertie pour une poutre, pour sa section transversale. Plus la variance est élevée, plus le contenu de probabilité est dispersé, de la même façon que si l'inertie d'une poutre est élevée, sa masse sur une section transversale est dispersée dans l'espace par rapport à son centre de masse. Donc, l'écart-type, ça représente la racine carrée de la variance, ou à l'inverse, la variance, c'est le carré de l'écart-type. Et une autre statistique qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le COV, le coefficient de variation, qui est défini comme étant le ratio entre mon écart-type et la moyenne. Donc ici, c'est une mesure adimensionnelle de dispersion pour laquelle on doit faire attention. Mu x ne doit pas être égal à 0, parce qu'on aura une division par 0. Ça ici, ça va tendre vers l'infini, ça ne va pas être défini. OK, donc maintenant, si on veut venir étendre ça, pour le cas multivarié, on va venir définir maintenant le concept de covariance, c'est-à-dire l'espérance mathématique du produit de xi moins mui, donc une première variable aléatoire, fois xj moins muj, une deuxième variable aléatoire. Donc dans le contexte où on a deux variables aléatoires xi et xj, je vais venir définir la covariance entre ces deux variables aléatoires, qui va être définie comme je vous l'ai dit précédemment, ou je peux réécrire ça comme étant l'espérance mathématique pour l'intersection xi, xj, moins ici le produit xi, xj, moins l'espérance mathématique de xi fois xj. Donc ici, ça vient nous permettre d'introduire le concept de coefficient de corrélation. Donc ρij va venir quantifier le niveau de dépendance linéaire entre mes deux variables aléatoires xi et xj. Okay? Donc mon ρij, mon coefficient de corrélation, va être égal à ma covariance xi, xj divisé par les écarts-types respectifs de chacune de mes variables aléatoires. De façon analogue, j'aurais pu renverser cette relation-là pour dire ma covariance va être égale au produit entre mon coefficient de corrélation et les écarts-types respectifs pour mes variables xi et xj. Donc, les plages de valeurs possibles pour mon coefficient de corrélation vont de moins 1 à plus 1. Donc, si on veut prendre un exemple ici, dans un couple, on a deux personnes, mais on peut s'imaginer qu'il y aura une relation entre l'âge d'une personne dans le couple et l'âge de l'autre personne dans le couple. Donc ici, on voit que plus l'âge de l'une des personnes est élevé, plus l'âge de l'autre personne est élevé. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que ce n'est pas une règle stricte. Okay? Ce n'est pas parce que quelqu'un a 75 ans dans un couple que l'autre personne a nécessairement également 75 ans. Donc ici, on voit une relation qui est fortement linéaire, qu'on pourrait remplacer aussi, qu'on pourrait modéliser par une ligne. Et cette relation-là n'est pas exacte, de telle sorte qu'on dit simplement que de manière probabiliste, en sachant l'âge d'une des personnes dans le couple, eh bien, ça va venir changer ma connaissance de l'âge de l'autre personne dans le couple. Donc, on voit par exemple, l'âge d'une personne est de 70, mais on voit qu'on a un ensemble de valeurs possibles pour l'âge de l'autre personne. De façon analogue, si l'âge est autour de 35 ans, mais ça vient changer notre connaissance pour l'âge de l'autre personne dans le couple. OK? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si deux variables aléatoires sont statistiquement indépendantes, bien, par définition, mon coefficient de corrélation sera toujours nul. Donc, par exemple, ici, on peut voir sur mon nuage de points. Donc, on voit le nuage de points pour un coefficient de corrélation qui est égal à 0, qui est égal à plus 0.4, plus 0.8 est égal à 1. Donc, on voit ici qu'on a une dépendance qui est parfaite et une dépendance qui est nulle ici. Si on a un coefficient de corrélation qui est dans le sens inverse, moins 0.4, moins 0.8, moins 1, on voit que ça vient inverser la direction de la relation. Donc ici, dans le cas précédent,
on avait une relation qui était un coefficient de corrélation qui est positif, parce que quand une valeur est grande, l'autre valeur est grande aussi. Négatif, ça aurait été le contraire. Donc, ici, on peut voir également que, propriété importante, c'est qu'un coefficient de corrélation négatif ne vient pas, n'implique pas que nos variables sont statistiquement indépendantes. Pourquoi? Parce que notre coefficient de corrélation vient simplement quantifier notre dépendance linéaire. Okay? Mais il peut y avoir une dépendance non linéaire qui ne va pas être mesurée par mon coefficient de corrélation, mais qui va quand même engendrer la dépendance entre mes variables. C'est ce qu'on voit comme cas sur la ligne en bas ici. Donc, ce sont tous des cas où on a de la dépendance entre les variables aléatoires. Je veux dire quoi par de la dépendance? C'est-à-dire que si je connais le résultat d'une des variables aléatoires, donc par exemple, si je sais que x1 est dans les valeurs élevées, mais ça me renseigne par rapport à quelles sont les valeurs de x2 possibles qui vont dans la plage élevée. Alors que si x1 était ici, bien, ce sont des valeurs qui sont plus faibles qui sont entendues. C'est-à-dire que observer une des deux valeurs change mes connaissances pour quelles sont les valeurs possibles pour l'autre valeur. Donc, dans le cas de corrélation, on peut venir quantifier cette relation lorsque les dépendances sont linéaires. Dans le cas non linéaire, donc coefficient de corrélation ne va pas venir correctement quantifier cette dépendance-là, parce qu'on aura effectivement pour tous ces cas-là des coefficients de corrélation égales à 0. Donc, variables qui sont indépendantes, coefficient de corrélation est 0. Coefficient de corrélation qui est égal à 0, mes variables ne sont pas garanties qu'elles seront indépendantes. Autre cas où il faut faire attention, c'est que la corrélation et la causalité ne sont pas la même chose. Donc, ça veut dire quoi? C'est pas parce que j'ai deux variables qui sont corrélées que l'une vient nécessairement causer l'autre. Donc, un exemple classique, c'est le rhume, le virus du rhume qui est très présent en hiver. OK? Donc, pourquoi? Mais on peut venir voir qu'il va y avoir une corrélation entre les températures et le nombre de cas de rhume. Okay, ou de grippe. Pourquoi? Parce que cette corrélation va avoir un coefficient de corrélation qui est négatif, c'est-à-dire plus les températures sont basses, plus le nombre de cas de rhume va être élevé. Mais là, ici, il ne faut pas conclure que la température vient causer les cas de rhume. Okay? Parce qu'à la fin, ce n'est pas la température qui cause le rhume. Le rhume est causé par un virus. Okay? S'il n'y a pas de virus dans l'environnement, eh bien, vous ne serez pas malade, peu importe quelle est la température. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que ce n'est pas la température directement qui cause le rhume, mais plutôt les conditions liées à la température qui viennent favoriser le rassemblement de personnes dans des environnements qui sont clos, qui sont propices à l'échange et à la transmission du virus. Okay? Donc, ce n'est pas parce que deux événements sont corrélés que l'un vient nécessairement causer l'autre. Donc, corrélation n'implique pas nécessairement un lien de causalité entre deux événements. C'est très important à retenir. Maintenant, si on veut venir généraliser ça à l'aide d'une notation matricielle, faisons l'hypothèse qu'on a un ensemble ou un vecteur de n variables aléatoires, pour lesquelles je vais venir définir m un vecteur de valeur moyenne, et je vais venir définir dxx comme étant la matrice d'écart-type. Une matrice d'écart-type, ça va être une matrice où j'aurai des termes non nuls simplement sur la diagonale principale. C'est une matrice qui va être symétrique de part et d'autre de la diagonale. Donc, j'ai mes écart-types pour chacune de mes variables aléatoires sur la diagonale. Et je peux venir définir une deuxième matrice qui va être ma matrice de corrélation. Donc, une variable est toujours linéairement corrélée avec elle-même. Donc, sur la diagonale, j'aurai toujours des 1. Et sur les termes hors diagonaux, j'aurai le coefficient de corrélation entre chacune des paires de variables. Okay? Pour mon coefficient de corrélation de la variable 1 et 2, la variable 1 et n. Et c'est une matrice qui est symétrique de part et d'autre de ma diagonale principale. Donc, finalement, sigma xx, qui va être ma matrice de covariance, va venir pouvoir être bâti en faisant ma matrice d'écart-type fois ma matrice de corrélation fois ma matrice d'écart-type. Et à l'intérieur, chacun des termes ij de cette matrice de covariance, sur ma diagonale principale, j'aurai mes termes ii qui vont être simplement mes variances respectives, c'est-à-dire le produit de mes écart-types pour chacune de mes variables. Chacun des termes hors diagonaux, c'est une matrice qui va être encore une fois symétrique, ça va être mes covariances, c'est-à-dire le produit de mon coefficient de corrélation ij entre mes deux variables fois sigma i, sigma j. Okay? Les écart-types respectifs pour chacune de mes variables aléatoires. Voilà pour les notions d'espérance mathématique. Regardons maintenant les notions associées aux fonctions de variables aléatoires. Donc, on va définir qu'est-ce qu'on entend par une fonction de variable aléatoire et quelles sont les règles de transformation qu'on peut appliquer. Donc, on va dire j'ai une fonction qui prend comme entrée un vecteur de variables aléatoires.
Donc, x, c'est un vecteur de n variables aléatoires qui vont être définis par leur densité de probabilité conjointe f de x. Je vais avoir y, qui est encore une fois un vecteur de variables aléatoires, qui est en fait la sortie de ma fonction g de x. Donc, g, c'est une fonction qui est déterministe. Mais comme cette fonction déterministe prend des entrées qui sont des variables aléatoires, eh bien, la sortie d'une fonction déterministe de variables aléatoires va être également des variables aléatoires. Donc ici, je vais avoir m sorties à ma fonction de variable aléatoire et je vais avoir n entrées. Donc la question à laquelle on veut répondre ici, c'est comment est-ce qu'on peut déterminer ma densité de probabilité conjointe pour y, sachant quelle est ma fonction déterministe g et quelle est la densité de probabilité conjointe pour x. Donc on va voir trois cas. Le premier cas, on va voir le cas pour une seule variable aléatoire d'entrée, une seule variable aléatoire de sortie. Deuxième cas, on va avoir le même nombre de variables aléatoires à l'entrée et à la sortie, mais qui va être supérieur à 1. Et finalement, troisième cas, on va avoir une sortie, mais plusieurs entrées. Et dans un premier cas, dans cette sous-section-là, on va s'intéresser simplement aux fonctions linéaires, ou plutôt fonctions affines, c'est-à-dire aux fonctions de type y est égal à ax plus b, où a est une constante et b est une constante également, mais où x sera une variable aléatoire et par conséquent, y sera une variable aléatoire également. Donc, vous allez voir, on va prendre ça cas par cas. Donc, premier cas, on a une variable d'entrée m, une variable de sortie n. Donc, ça veut dire ici, j'ai ma densité de probabilité pour x, j'ai une fonction déterministe g de x est égale à ax plus b, et ce que je cherche à quantifier, c'est que sachant ma densité de probabilité f de x, sachant a et b, quelle va être ma densité de probabilité de sortie pour y. Donc, si on veut exprimer ceci, on doit utiliser la relation que, de façon à maintenir mon contenu de probabilité, je dois écrire que f de y, ma densité de probabilité, fois une tranche dy, je dois avoir le même contenu de probabilité que sur f de x fois dx. Donc, si je viens réorganiser ceci, parce que moi, ce que je cherche, c'est f de y, j'envoie mon dy de l'autre côté et je vais devoir mettre des valeurs absolues. Pourquoi? Parce que ce dx dy représente l'inverse de ma pente ici. Dépendamment du signe de ma pente, si j'ai une valeur négative ici, je dois maintenir que f de y est plus grand que 0. Et f de x doit être plus grand ou égal à 0 aussi. Donc c'est pour ça que je vais prendre les valeurs absolues ici, parce que ni f de x ni f de y ne peuvent prendre de valeurs négatives. Donc pour y est égal à ax plus b, où y et x sont des variables aléatoires, je peux dire que ma valeur absolue pour dy dx va être égale à a. Okay? La dérivée de ma fonction ici par rapport à y, ça va être simplement a. Donc, dans le cas ici, mon dx dy, ça va simplement être 1 sur ma valeur absolue de a. Donc, je peux dire que, sachant x, ma variable aléatoire, qui est décrite par une valeur moyenne mu x et un écart type sigma x, ben, ma variable aléatoire y va être décrite par une moyenne a mu x plus b et par un écart type qui est égal à la valeur absolue de a, ici, mon coefficient a, fois sigma x, mon écart type pour x. Donc, on va regarder ça de façon plus formelle à travers un exemple. Donc, ma fonction déterministe, on va dire, c'est dans un cas simple, y est égal à 2 fois x. Donc, je connais ma densité de probabilité pour x, qu'on va dire ici, c'est une densité de probabilité normale, qui a une moyenne mu x de 10 et un écart type sigma x de 5, donc variance de 5 au carré. Donc, ma densité de probabilité pour la loi normale est décrite par l'équation ici, et sa représentation graphique est donnée là. Donc, j'ai une moyenne de 10, moyenne plus un écart type, moyenne moins un écart type. Donc, si je veux venir calculer quel est mon dy dx, donc dérivée de ma fonction par rapport à x, dérivée de 2x, ça va me donner simplement 2. Donc, si je veux faire ma transformation de mon espace x à mon espace y, de façon à obtenir f de y. Donc, on avait dit que ça va être f de x, ma densité de probabilité pour x qui est connue ici, fois la valeur absolue de dx dy. Dx dy, c'est l'inverse de dy dx, c'est-à-dire une demi. Donc, si je veux venir exprimer f de y, ça va être f de x exprimé en fonction de y. Donc, x, c'est quoi? C'est y sur 2. Donc, je peux venir f de x évalué pour y sur 2 fois une demi, la valeur absolue de dy dx. Donc, si je viens remplacer y sur 2 dans ce que j'ai comme relation analytique ici, je vais avoir
1 sur 2 racine de 2 pi x, exponentielle de moins 1/2, y sur 2, ce qui est équivalent à x, moins mu x sur sigma x. Si je viens réorganiser cette équation-là, c'est équivalent à remplacer le sur 2 par un terme 2 ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette formulation-là, c'est encore une fois une loi normale, mais cette fois-ci, pour moyenne, est égale à 2x, et comme écart type, est égal à 2 sigma x. Donc, on voit ici que comment est-ce qu'on a pu venir reformuler notre règle qu'on avait définie précédemment. Donc, si on regarde le cas d'application ici, je connais ma règle déterministe ou ma fonction déterministe y égale à 2x, je connais ma densité de probabilité pour x qui est normale, moyenne 10, écart type 5, eh bien, ma densité de probabilité pour ma sortie, ça va être encore une fois une loi normale, pour laquelle ma moyenne va être égale à 2x et mon écart type va être égal à 2 sigma x. Donc, gardez en tête que c'est la transformation de des fonctions linéaires de variables aléatoires normales, la sortie va encore une fois être normale. Si j'ai une relation qui va être non linéaire, ce qu'on va voir par la suite, j'aurai plus la conservation de ma linéarité. J'aurai plus conservation de ma loi normale ici en sortie. Donc ça, c'est valide que si mes lois sont linéaires. Regardons maintenant un deuxième cas. Donc, y vecteur est égal à g de x vecteur. Donc, deuxième cas où j'ai le même nombre d'entrées et de sorties, donc le même nombre de variables en x et y, mais où j'ai plusieurs variables aléatoires. Donc, si regardons ici un cas en 2 dimensions, j'ai un espace bivarié pour x, un espace bivarié pour y. Et ici, si je viens représenter une densité de probabilité conjointe, donc je dois maintenir le contenu de probabilité dans l'espace x pour un même contenu de probabilité dans mon espace correspondant y. Ce qui veut dire que f de x dx doit être égal à f de y dy. Donc, si moi je cherche f de y, j'envoie mon dy de l'autre côté, ou ici, je vais venir devoir définir de façon à exprimer ce dx dy un jacobien. Donc, j représente mon jacobien. JKI, ça représente la dérivée partielle de la km sortie de ma fonction déterministe par rapport à la im entrée. Donc, mon jacobien de yx représente la taille du voisinage de ma variable, de mon vecteur y par rapport à mon voisinage de x. Donc, quelle est la taille de mon voisinage dans l'espace y par rapport à la taille de mon voisinage dans l'espace x? Donc, ce jacobien, ça va être en fait une matrice qui a ici autant de colonnes que j'ai de variables d'entrée et autant de lignes que j'ai de variables de sortie. Et ça, dans le cas ici que j'ai, comme j'ai le même nombre m et n, c'est une variable qui va être symétrique, où chaque ligne représente le gradient de ma fonction y est égal à g de x, c'est-à-dire la dérivée partielle de la sortie de mon modèle par rapport à chacune des variables d'entrée x. Et chacun de ces vecteurs gradients sont les uns au-dessus des autres pour chacune de mes variables de sortie. Donc ici, mon dx dy que j'ai va être formulé comme étant l'inverse de la valeur absolue du déterminant de mon jacobien ici. Donc, si je veux avoir dy dx, ça va être simplement le déterminant du jacobien en valeur absolue. Donc, à la fin, si je veux venir définir ma densité de probabilité conjointe pour y, ça va être ma densité de probabilité conjointe pour x fois l'inverse de la valeur absolue du déterminant du jacobien de y par rapport à x. OK, donc dernier cas. Continuons ce cas-là. Donc, on a une fonction y est égale à ax plus b, où a, ça va être une matrice, x, ça va être un vecteur de variable aléatoire, et b, ça va être un vecteur de constant. Donc, on peut dire x, c'est un vecteur de n variables aléatoires, défini par son vecteur de valeur moyenne, sa matrice de covariance. J'ai y, mon vecteur de variable aléatoire de sortie, qui a la même taille que mon vecteur x, donc y est n bar 1, x est n bar 1, les deux sont des variables aléatoires. A, ça va être une matrice de constante, B, ça va être un vecteur de constante. Ou ici, A, ce qu'on voit, c'est que ça correspond directement à ma matrice jacobienne. Okay? On n'a pas besoin de calculer des dérivées partielles. Ces dérivées partielles-là vont directement être données par ma fonction, par ma matrice A dans ma fonction affine. Donc, ce qu'on peut dire dans un cas comme celui-ci, c'est que ma moyenne pour mes variables de sortie, ça va être égal à ma fonction déterministe évaluée à m de x, c'est-à-dire a mx plus b. Ma covariance pour mon vecteur de variable aléatoire y, ça va être
A fois ma covariance pour mon vecteur de variable aléatoire d'entrée fois A transposé, ou mon A, c'est équivalent à mon jacobien, ma matrice de dérivée partielle. OK, troisième cas, je vais avoir plusieurs variables d'entrée, mais une seule variable de sortie. Donc, Y maintenant, c'est une seule variable aléatoire, mais X, ça va être un vecteur de variable aléatoire d'entrée. Donc, j'ai encore une fois N variables aléatoires d'entrée, décrit par son vecteur de valeur moyenne, sa matrice de covariance. Et j'ai Y, qui est ma variable aléatoire de sortie, qui est 1 par 1. J'ai ma matrice A, qui va être 1 par N. J'ai ma vecteur de valeur aléatoire de variable aléatoire n par 1. Donc, de façon à avoir des tailles qui sont compatibles, A, c'est 1 par n, fois n par 1, c'est compatible, ça fonctionne. Plus B, qui va être un scalaire, qui va être simplement mon ordonnée à l'origine pour cette fonction déterministe. Donc, ma moyenne pour ma seule variable aléatoire de sortie, ça va être encore une fois ma fonction déterministe évaluée à mx, c'est-à-dire a mx plus b. Ma variance pour ma variable aléatoire de sortie, ça va être mon gradient pour x, c'est-à-dire la dérivée de ma fonction par rapport à chacune des variables d'entrée, fois matrice de covariance fois gradient transposé, ou de façon équivalente, si mon gradient, c'est directement ma matrice A, qui représente le gradient de ma fonction par rapport à chacune des valeurs d'entrée. OK. Donc là, tout ce qu'on a vu, c'est comment est-ce qu'on pouvait propager ces incertitudes sur notre vecteur de variable aléatoire d'entrée sur nos variables de sortie. Mais ça, c'était si on avait une fonction qui était linéaire. Qu'est-ce qui arrive si g de x est maintenant non linéaire? Ce qu'on va voir, c'est qu'on peut avoir une approximation qui est relativement bonne si on vient linéariser. C'est-à-dire, on va venir remplacer cette fonction g de x qui est non linéaire par une fonction équivalente ax plus b. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut faire cette linéarisation. Quelle est la définition de cette linéarisation? Comment est-ce qu'on peut faire ça avec une série Taylor? Comment est-ce qu'on va venir se limiter dans notre cas à une approximation du premier ordre, mais on va quand même voir quelles sont les approximations des ordres supérieurs. Et finalement, comment est-ce qu'on peut utiliser cela de façon à avoir une ordre d'idée de quelle est l'importance relative de chacune des variables aléatoires. OK, donc par rapport à la linéarisation, ce qu'on va venir faire, on va venir remplacer g de x par une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite. Donc j'ai y est égal à g de x, qui est ma fonction verte ici. C'est une fonction qui est maintenant non linéaire. J'ai encore une fois qui est donné ma densité de probabilité pour x, et je cherche ma densité de probabilité pour y. Donc ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir remplacer cette fonction verte qui est non linéaire par une fonction linéarisée, où je vais venir linéariser à la valeur moyenne pour ma variable d'entrée x. Donc pourquoi est-ce qu'on vient linéariser à la moyenne? Parce que c'est ici que j'ai mon contenu de probabilité pour x qui est le plus élevé, et c'est ce qui va venir minimiser l'erreur d'approximation pour venir représenter ma densité de probabilité pour y. Donc, gardez en tête, si on vient linéariser comme ceci, on vient introduire une certaine simplification, une certaine approximation. Donc ici, le gradient, ça va être la dérivée de ma fonction g de x par rapport à dx, et on va venir évaluer ce gradient-là à la moyenne. Donc, c'est-à-dire, on va venir remplacer cette fonction linéaire par une fonction, cette fonction non linéaire par une fonction linéaire équivalente. OK? Donc, cette linéarisation-là, c'est équivalent à faire le développement par série Taylor autour de la moyenne. Donc, soit une fonction non linéaire y est égale à g de x, je vais pouvoir dire que y peut être approximé par, en termes de développement de série Taylor, par ma fonction évaluée à sa moyenne, plus le gradient de sa fonction à sa moyenne, c'est-à-dire la dérivée partielle de ma fonction par rapport à chacune des valeurs, mais cette dérivée-là qui est évaluée à la moyenne, de x moins mx. Donc, où g de mx, c'est le gradient, c'est-à-dire les dérivées partielles de la sortie de ma fonction par rapport à chacune des variables d'entrée. Et ici, notez que pour des fonctions non linéaires, le gradient ou le jacobien va varier en fonction du point où il est évalué. Donc ici, le point spécifique où on évalue ce gradient-là, c'est à la moyenne, de façon à minimiser notre erreur d'approximation, parce que c'est ce point-là dans l'espace X où j'ai mon contenu de probabilité le plus élevé. Donc en termes de série Taylor, c'est ce qu'on appelle notre approximation du premier ordre. Pourquoi? Parce qu'on vient remplacer notre fonction non linéaire par un plan qui a des termes simplement en fonction de x. Donc on pourrait avoir plutôt qu'une approximation du premier ordre qui fait intervenir simplement le gradient, une approximation du deuxième ordre, où si je vais venir faire intervenir le hessien. Le jacobien, c'est une matrice de dérivée
du premier ordre, donc dérivée partielle. Ici, on va voir dans le Hessian une matrice de même taille, mais cette fois-ci où j'ai les dérivées de second ordre, donc les dérivées secondes par rapport à chacune des paires de variables possibles. Et je pourrais généraliser ça avec une approximation du nème ordre. Donc, dans le contexte du contexte de la fiabilité, on va principalement utiliser l'approximation du premier ordre ou, dans le cas particulier de l'analyse SORM, Second Order Reliability Method, on va utiliser cette approximation du deuxième ordre. Mais pour l'instant, on va se limiter au cas d'approximation du premier ordre, c'est-à-dire on va venir approximer notre fonction g de x par sa linéarisation ax plus b. Donc, pour l'approximation du premier ordre centré sur la moyenne, on va venir linéariser g de x à sa moyenne, c'est-à-dire on va venir représenter ou on va venir simplifier cette relation non linéaire par g évalué à mx plus le gradient évalué à mx fois x moins son vecteur de valeur moyenne. Donc, c'est-à-dire, si on vient utiliser les mêmes règles de linéarisation qu'on avait vues dans la sous-section précédente, je peux dire que la moyenne pour ma variable de sortie, ça va être directement g de mx. Ma variance pour ma variable de sortie, ça va être le gradient de mx fois la covariance pour x fois le gradient transposé. Ou le gradient, c'est les dérivées partielles de ma fonction déterministe par rapport à chacune des variables, et je fais cette dérivation au point correspondant à la moyenne. Donc, une fois que vous avez ça, un des aspects qui est intéressant, c'est qu'on peut venir mesurer de façon quantitative l'importance de chacune des variables aléatoires d'entrée sur la variabilité des variables aléatoires de sortie. C'est-à-dire, l'importance des variables d'entrée sur les variables de sortie va être proportionnelle à la valeur absolue du produit entre mon coefficient AI dans mon vecteur A fois sigma, la variance de ma variable d'entrée. Donc, où cette variance d'entrée est donnée dans ma matrice de covariance d'entrée, et ce AI, c'est la constante que j'ai dans ma fonction y est égal à ax plus b. Donc, ça vient terminer ce que je voulais qu'on voit ensemble. Donc, si on vient faire un sommaire de ce qu'on a vu, donc, les probabilités, pourquoi? C'est pour représenter notre connaissance. Donc, on ne va pas venir prendre les probabilités ici pour décrire des phénomènes qui sont intrinsèquement aléatoires, mais pour plutôt représenter des incertitudes qui sont épistémiques, qui sont liées à notre connaissance de phénomènes physiques. Donc, gardez en tête que le moins on en sait, le plus ça va être pertinent d'utiliser les probabilités, de façon à justement prendre en compte cette incertitude, de façon à prendre des décisions qui vont tenir compte à la fin de ces incertitudes dans les divers phénomènes qui sont impliqués dans notre fiabilité système. Donc, lorsqu'on parle de probabilité, on parle d'interprétation bayésienne, pour lesquelles la probabilité d'un événement, ça va être une mesure de vraisemblance de l'occurrence de cet événement-là par rapport aux autres événements dans S, mon espace d'échantillonnage. On avait plusieurs lois et opérations pour les événements. Intersection, union, ça va être un sous-ensemble ou égal appartient à un sous-ensemble. Okay? On avait plusieurs axiomes fondamentaux. La probabilité d'un événement, c'est toujours défini entre 0 et 1. La probabilité pour mon espace d'échantillonnage, c'est 1, parce que c'est un événement qui est certain. Si on a deux événements qui sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas survenir de manière simultanée, la probabilité pour l'union des deux événements, ça va être simplement la somme des probabilités pour les deux événements pris de façon séparée. Dans le cas général, si on veut prendre l'union d'un paquet d'événements qui ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs, on va définir la probabilité pour l'union pour cet ensemble de n événements à partir de la loi d'inclusion-exclusion. C'est-à-dire, rappelez-vous, ça va être la sommation des probabilités pour chacun des événements pris individuels, moins la sommation des paires, plus la sommation des triplets, etc. Et rappelez-vous également que si on prend juste les termes pris individuellement, ça nous donne une borne supérieure. Si on vient soustraire tous les termes pris 2 à 2, c'est une borne inférieure. Et on va venir osciller comme ceci jusqu'à converger à la valeur exacte si on prend tous les termes. Théorème de Bayes, ça nous permet de faire quoi? De venir mettre en relation notre connaissance à partir d'observations indirectes. Si je viens observer quelqu'un à un parapluie, comment est-ce que ça peut me renseigner? Comment ça vient modifier ma probabilité qui est de la pluie à l'extérieur, par exemple? Et donc, probabilité de Bayes, on a à gauche notre probabilité a posteriori, donc après prise en compte des informations, qui est définie par la vraisemblance, notre probabilité a priori, et notre évidence, notre constante de normalisation des dénominateurs. Donc, on est venu définir des variables aléatoires qui vont être décrites par
soit des densités de probabilité ou des fonctions de masse. Donc, PDF, densité de probabilité, PMF, fonction de masse, CDF, densité de probabilité cumulative ou fonction de répartition, ou CMF, Cumulative Mass Function. Donc, Probability Density Function, Cumulative Density Function, Probability Mass Function, Cumulative Mass Function. Pour la loi normale multivariée, on va avoir 5 paramètres, c'est-à-dire, dans le cas bivarié, on va avoir les moyennes respectives des variables, les écarts types respectifs et notre coefficient de corrélation. Donc ça, ici, on va venir revoir ça en détail dans le module 1. Pour les densités de probabilité multivariées, on a que notre densité de probabilité conjointe peut être multivariée ou univariée. Densité de probabilité, ça va être plus grand, c'est toujours plus grand ou égal à 0, et ça peut être plus grand que 1, de façon à respecter la propriété que l'intégrale sur l'ensemble de mon domaine doit être égale à 1. OK, maintenant, si on regarde les probabilités conditionnelles, on peut venir définir que ma densité de probabilité conditionnelle de x1 sachant x2 qui va être égale à ma densité de probabilité marginale de x1 dans le cas où x1 et x2 sont statistiquement indépendants. Ça veut dire quoi? Indépendance statistique, ça veut dire, si je sais quelle est la valeur de x2, ça ne vient pas influencer ma connaissance pour x1. OK? Et à l'inverse, j'aurais pu dire que ma probabilité si x1 et x2 sont indépendants, probabilité de x2 sachant x1 va être égale à la probabilité marginale de x1. Et si ces deux variables sont statistiquement indépendantes, je peux représenter ma densité de probabilité conjointe pour x1 et x2 comme étant le produit de probabilité de x1 fois probabilité de x2. Donc, dans le cas général où x1 et x2 ne sont pas statistiquement indépendantes, je vais venir formuler ma densité de probabilité conjointe à l'aide de ma dérivation en chaîne, où j'aurai n-1 densité de probabilité conditionnelle et une densité de probabilité marginale. Donc, on a vu les concepts d'espérance mathématique et de variance. Donc, on a dit espérance mathématique, ça va être la somme pondérée de chacune des valeurs possibles de x fois sa densité de probabilité dans le cas continu, ou plutôt l'intégrale qui représente la somme pondérée. Dans le cas discret, ça va être une somme plutôt qu'une intégrale. Et ça, on a utilisé ça de façon à venir définir le concept de variance, qui va être l'espérance mathématique pour un moment centré réduit d'ordre 2, c'est-à-dire l'espérance mathématique de x moins mu x au carré, ça vient définir ma variance, ici, pour une variable aléatoire. Et la variance, garde en tête, ça vient mesurer la dispersion de façon analogue à ce que l'inertie d'une poutre vient mesurer la dispersion de la matière. Plus ma variance est élevée, plus mon contenu de probabilité est dispersé par rapport aux valeurs possibles. En termes de notation matricielle, sigma, ça donne ma matrice de covariance, que je peux bâtir à partir de ma matrice d'écart type, ma matrice de corrélation et ma matrice d'écart type. Lorsque j'ai des fonctions linéaires y est égal à g de x, donc dans le cas ici spécifique où g de x, ça va être ax plus b, je peux venir, à partir de ma connaissance, ma densité de probabilité conjointe pour x, trouver de façon analytique quelle va être ma densité de probabilité de sortie pour y. Donc ça va être dans le cas où x est normal et g de x est une fonction linéaire de type ax plus b. Donc, à partir de cette égalité, cette règle de changement de variable, je peux trouver que mon vecteur de sortie pour y, ça va être g de m de x, c'est-à-dire a m de x plus b, et ma covariance pour une variable de sortie, ça va être a sigma x a transpose, où mon a, c'est équivalent à ma matrice jacobienne, c'est-à-dire une matrice qui va venir inclure les dérivées partielles de chacune des variables de sortie par rapport à chacune des variables d'entrée. Donc ça, c'est pour le cas où g de x est linéaire. Lorsque g de x est non linéaire, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on peut faire comme approximation, c'est utiliser une décomposition par série de Taylor, où je vais venir utiliser que les termes du premier ordre, donc soit seulement l'information par rapport au gradient, c'est-à-dire la première dérivée, de façon à linéariser à la moyenne cette fonction non linéaire, et utiliser ce même changement de variable de façon à venir approximer ma moyenne pour mes variables de sortie, ma variance. Et à la fin, on peut venir mesurer, en faisant le produit de ces coefficients A dans ma matrice et des écarts types respectifs, l'importance de la variable aléatoire d'entrée sur la variance de ma sortie. Donc, ça conclut ce que je voulais voir ici. Donc, ça, ce qu'on a vu ici, c'est ce premier module qui est vraiment un module de révision, de façon à s'assurer que ces concepts que vous avez peut-être vus il y a très longtemps sont frais dans votre tête et qu'on amène tout le monde au pied d'égalité. Vous avez maintenant, au niveau probabiliste, tous les concepts en main, de façon à voir ce qu'on va voir par la suite. Donc, prochain module, ce qu'on voit, ce sont les lois de probabilité, où on va venir généraliser ce qu'on a vu ici, étendre légèrement,
de façon à venir regarder quelles sont les lois de probabilité communes qu'on va venir utiliser dans le contexte de la fiabilité des structures. Donc, on va venir regarder ici principalement des cas simples qu'on va venir généraliser ensuite dans le cas de PDF multivarié. Donc, ça, c'est pour, encore une fois, notre première partie où on vient regarder des concepts qui sont vraiment clés par rapport à la théorie de la probabilité.